Tout le monde te juge. Tous mes potes qui me disaient on n'en peut plus tes posts LinkedIn. Ah ouais. Anouk Le Terrier. Anouk Le Terrier. Anouk Le Terrier. Anouk Le Terrier. Hello Anouk. La bascule qui fait qu'on est passé de 300 000 € de chiffre d'affaires, les 12 mois suivants on fait 1 million. La strat, c'était... Il faut pas te dire à un moment je vais atteindre la stabilité, ça va être simple. Ça n'arrive jamais. Tu auras toujours des nouveaux challenges. Moi j'ai complètement loupé l'arrivée de mon premier enfant. J'ai passé une semaine dans le noir à pleurer toute la journée. Tu t'en rends compte quand le matin t'as plus envie d'aller derrière ton bureau pour développer ta boîte. Hello Anouk, bienvenue sur Note à moi-même. Je suis hyper contente de te recevoir, j'ai plein de questions pour toi, je suis hyper curieuse. Comment ça va déjà ? Ça va, moi aussi je suis trop contente de faire cet échange avec toi. Ça fait longtemps qu'on discute et franchement je suis trop contente qu'on ait enfin l'occasion de se poser. Grave. Les deux. Trop bien. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu ton parcours ? Comment t'es arrivée à créer Dijo ? Parce que tu es la fondatrice de Dijo aujourd'hui. Tu peux nous raconter c'est quoi toute la backstory ? Alors, déjà, je m'appelle Anouk, j'ai 32 ans. J'ai fondé Dijo il y a 6 ans avec Lisa, qui est une amie d'enfance. Dijo, c'est arrivé dans ma vie un peu par défaut. Je ne m'étais jamais projetée comme pour devenir entrepreneur, mais j'ai eu des gros pépins de santé à la fin de mes études. J'ai un parcours école de commerce et mon associé aussi. On n'était pas du tout prédestinés à devenir entrepreneur, mais c'est ce parcours du combattant par rapport à ma maladie qui m'a amené à m'intéresser à une approche plus naturelle de la santé, et surtout la santé du ventre. Et c'est comme ça que Dijo est né, et l'ambition de départ, c'était de créer la meilleure cure de probiotiques possible. 5 minutes de cours d'SVT, mais quand on me dit que j'ai une maladie auto-immune de la thyroïde, qui s'appelle la thyroïdite d'Hashimoto, qui fait qu'en fait, tu produis des anticorps qui détruisent ta thyroïde. Un peu comme si tu étais allergique à un truc que tu as tout le temps dans ton corps. Donc, tu as une inflammation généralisée, parce qu'aujourd'hui, la médecine, elle est faite de telle façon que tu as des hyper spécialistes de chaque domaine. Donc, quand tu as des problèmes de thyroïde, tu vois un endocrinologue qui est vraiment spécialisé de la thyroïde et qui va te dire, du coup, vous prenez du lévothyrox pour rééquilibrer vos taux hormonaux, donc la T3, T4. Sauf qu'ils prennent pas forcément en compte tout ce que cette inflammation chronique, elle peut générer chez toi. Et donc moi, quand on me diagnostique cette pathologie, j'ai vraiment des énormes troubles digestifs. Il y a des trucs que je peux pas manger, j'ai des crampes d'estomac, j'ai des ballonnements énormes. J'ai des carences assez importantes. J'ai 25 ans, je perds mes cheveux. Des choses vraiment qui, sur le papier, n'ont pas forcément de rapport avec la thyroïde. Mais une fois que je prends le traitement hormonal, ces symptômes ne s'effacent pas. Et donc, c'est comme ça que je commence à chercher des alternatives un petit peu par moi-même, parce que je disais à mon endocrinologue que je comprends pas, je vais pas forcément mieux. Ça fait 6 mois que je suis sous traitement. Je sais pas vraiment dire si je vais mieux maintenant, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'inflammation, comment ça se passe dans ton corps, et notamment au niveau intestinal. En fait, ça va vraiment avoir un impact sur ta paroi intestinale et sur ton microbiote, parce que les bonnes bactéries, elles vivent sur cette paroi intestinale. Et du coup, je me rends compte que mon microbiote est complètement dézingué. Et prendre des probiotiques, ça va vraiment faire du bien. Et à ce moment-là, en fait, la naturopathe qui m'accompagne dans tout ce process, que j'ai un petit peu cherché à tous les niveaux, j'ai vu des ostéos, des kinés, je ratisse hyper large, je vois même une magnétiseuse. En général, quand tu es en échec avec un accompagnement dans la médecine classique, tu vas chercher un petit peu au-delà. Et cette naturopathe, à ce moment-là, elle m'explique que en fait, les probiotiques qui sont actuellement en vente sur le marché français sont pas de bonne qualité. Pour un truc très simple qui est qu'en fait, ces probiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui sont hyper fragiles. Et en 2019, la méthode de production principale, c'est de les sécher par aérosol. Donc en gros, c'est comme si on mettait un gros coup de sèche-cheveux pour les sécher, les mettre en poudre, pour les mettre dans des gélules. Et ça fait que souvent, elles meurent. Du coup, elles se réactivent pas quand on ingère la gélule et qu'au niveau intestinal, elles sont juste mortes, quoi. Et donc, nous, on utilise une méthode de lyophilisation à très basse température qui fait qu'elles sont capables de se réactiver. On les cryogénise, quoi. Okay. Et c'est ça qui va vraiment changer la donne. À ce moment-là, on n'imagine pas du tout que ça va devenir un business. Mais en fait, moi, c'est une révélation pour moi déjà de me retrouver après ces mois d'errance médicale, à me sentir mal. Vraiment, au quotidien, je ne me reconnais plus. Et concours de circonstances, Lisa, elle venait d'avoir une rupture co dans sa boîte. Elle était dans une start-up qui venait de se faire racheter, déménagement à la Défense. Les fondeurs étaient partis. Elle se retrouvait plus dans ce projet. Donc, elle avait eu sa rupture co. Donc, on passait nos journées ensemble. Et on se disait, mais c'est dingue, quoi. Parce que moi, je voyais vraiment les effets. C'était extraordinaire. Je disais, c'est fou parce que le ventre, personne n'en parle. Et moi, j'aurais tellement aimé, au début de mon parcours, qu'on me dise, essaye de prendre soin de ton ventre. Peut-être que ça va t'aider avec tes problèmes de thyroïde. Ça a été révolutionnaire pour moi. Et donc, sur le coup, on était en mode, on veut faire les meilleurs probiotiques possibles, alors qu'on n'était pas médecin.
pas ingénieur. Enfin, on n'avait rien sur le papier pour le faire. On n'avait même pas d'argent d'ailleurs. Et c'est là où les réseaux sociaux ont eu un pouvoir extraordinaire, c'est qu'on a réussi à se faire une place par la communauté. C'est ce qui nous a permis de financer la première production, parce qu'on a fait une campagne de crowdfunding, et comme ça a été un cercle vertueux très rapide. Mais je me souviens, au moment où on se lance, on se dit, on se donne 1 an pour faire ce projet qui nous fait vraiment kiffer. Moi, je pense que j'avais aussi besoin d'une petite béquille pour passer cette mauvaise période et de prendre du temps pour moi. Il y a un truc très perso aussi, je pense que j'avais toujours été la bonne élève. Je fais le bac S, la classe prépa, les stages en finance qui vont bien. Et je m'étais jamais vraiment demandé ce que je voulais faire dans la vie, en fait. Et là, je me dis, vas-y, je prends 1 an, comme si on avait fait un voyage en backpack. Et mes potes d'école de commerce, ils faisaient pas mal ça. Et moi, je me l'étais jamais accordé, par exemple, parce que je sais pas, j'étais un peu plus stressée par l'argent. J'avais envie de travailler, de gagner ma vie, d'être indépendante. Et on s'est donné 1 an pour faire ce projet. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore là aujourd'hui. Et c'est comme ça que Dijo est né. Trop bien. Donc, en fait, tu te prends 1 an avec ta meilleure pote pour travailler sur un projet et tu mets pas vraiment la pression. Tu te dis, on verra ce que ça donne, quoi. Ouais, zéro pression. Et ça, c'était extraordinaire. Bah ouais, parce qu'en fait, en général, on se met la pression, on se dit, OK, il faut qu'on fasse 10 000 € le premier mois. Et en fait, c'est là où tu prends pas trop de kiff. Et surtout, ça nous a laissé vraiment du temps de comprendre notre client. En fait, de travailler sur le pitch marketing, parce qu'au début, on était des trompettes. Enfin, on disait à tout le monde, on avait un discours hyper alarmiste, on disait à tout le monde, genre, aujourd'hui, à cause de nos modes de vie modernes, les bonnes bactéries disparaissent de nos environnements, pollution, alimentation transformée. Et les gens, ils me disaient, genre, ça a l'air trop cool votre projet, mais moi, je suis pas malade, est-ce que je peux en prendre? Oui, évidemment. ouais. Et du coup, ça nous a vachement fait réfléchir sur comment approcher le problème. Et quand on a commencé à dire, est-ce que vous avez besoin de déboutonner votre jean après le repas, ou est-ce que après le repas, t'es en PLS, genre t'as le ventre gonflé, t'as besoin de t'allonger. Et quand on a commencé à avoir ce discours, là, les gens se sont beaucoup plus reconnus dans la solution et dans le fait de découvrir que leur ventre, en fait, c'est pas normal d'avoir un transit irrégulier, c'est pas normal d'être toujours dérangé par des ballonnements. Et c'est comme ça qu'on a amené doucement mais sûrement ce nouveau geste de bien-être. Alors quand t'arrives avec un discours hyper alarmiste, soit tu t'adresses à des gens qui ont une vraie problématique, et d'ailleurs là, on a eu une partie de notre clientèle qui est arrivée, qui sont les gens pathologiques, tout ce qui est syndrome d'intestin irritable, colopathie fonctionnelle. Et sauf que nous, déjà, on n'avait jamais entendu parler de cette maladie et on savait pas comment les prendre en charge. Donc, à part leur faire du soutien psychologique par rapport au fait qu'ils aient mal de ventre tout le temps. Mais c'était hyper intéressant parce que, en fait, ce temps où tu apprends à connaître ton client, et du coup, on a un petit peu façonné Dijo par rapport à tout ça. Ouais, c'est hyper important. T'as testé plein de discours, t'as testé différentes cibles. En fait, t'as testé plein de positionnements. Oui, et ça, c'est la magie des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, tous les jours, tu as un input sur quel type de contenu, quel type de message va t'aider à mieux vendre ton produit, en fait, tout bêtement. Et ça a été une année d'apprentissage extraordinaire. Et on a vite pivoté. Au bout de 18 mois, on a pivoté. En fait, on est passé des meilleurs probiotiques français à l'expert du ventre. Ok, et là, ça marchait mieux. Et là, ça a été la bascule qui fait qu'on est passé de 300 000 € de chiffre d'affaires sur les 18 premiers mois, et les 12 mois suivants, on fait 1 million. Ok, et déjà, comment t'as fait de 0 à 300 000? C'était quoi la strat? La strat, c'était de vendre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on était les meilleurs commercials de Dijo. On était tous les jours à la sortie d'une salle de sport, tous les jours en train de faire des lives Instagram. Enfin, en fait, on était... Terrain. Que toutes les deux. Genre 7 jours sur 7. Oui, que toutes les deux. Donc, en fait, stratégie bulldozer. Stratégie bulldozer. Tout faire pour qu'on livrait les commandes nous-mêmes en vélo. Enfin, une partie. Et on rencontrait les gens. Et en fait, le fait de nous rencontrer, déjà, ça leur donnait beaucoup de réassurance. Et ça faisait que nos clients devenaient nos meilleurs ambassadeurs parce qu'ils en parlaient autour d'eux. En fait, au-delà d'avoir acheté, ils n'avaient pas l'impression d'avoir acheté juste un complément alimentaire. Ils avaient l'impression de rejoindre une aventure entrepreneuriale et ils avaient envie de nous aider. Trop bien. Et donc, mais ça a vite été limité. En fait, ça c'est vite monté en flèche. C'est-à-dire qu'on a touché notre premier cercle naturel très facilement. C'était des gens qui étaient éduqués sur le bien-être, sur l'importance du sport, du bien manger. Et on a eu quand même rapidement ce plateau. À 300 000. À 300 000. Et en plus, c'est le moment où le Covid arrive. On se lance en 2019, donc tu vois, 1 an après, c'est le début du Covid. Et là, on peut plus aller dans les salles de sport. Mais finalement, la chance qu'on a à ce moment-là, c'est que tout le monde est enfermé chez soi, envie de bien manger, de prendre soin de soi, de pas tomber malade. Donc il y a aussi le marché s'éduque énormément. Et c'est là où on découvre la force des réseaux sociaux. Même si on avait déjà commencé à développer une petite communauté, je pense pas qu'on ait 10 000 followers au bout d'1 an. Donc on est vraiment une petite communauté.
Et là, on découvre le potentiel de scale des réseaux. C'est-à-dire qu'on se met à faire des lives. Les premiers, il y a 20 personnes. À la fin du confinement, il y a 200 personnes. Enfin, il se passe un truc, on invite des gens. Enfin, il y a une vraie chimie qui prend, quoi. Et donc, la strat de 300 000 à 1 million? On a switché tout le discours marketing. C'est-à-dire qu'on se rendait compte, quand on expliquait les probiotiques, qu'on refaisait à chaque fois l'explication du ventre aux gens. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, le ventre, c'est vraiment un organe qui te semble bâtard. Tu t'intéresses à ton cerveau, tes poumons, ton cœur, mais ton ventre, tu n'as pas du tout envie de savoir comment il marche. Alors que c'est le cœur du réacteur, c'est là où c'est ce qui fait lien entre le monde extérieur et tout ce qui est dans ton organisme. Donc, c'est super important. C'est là où tu absorbes les vitamines, les nutriments, mais c'est aussi ton système immunitaire. C'est ce qui empêche les virus, les mauvaises bactéries de rentrer dans ton organisme. Et donc, on change ce discours avec beaucoup de pédagogie. En fait, on se dit, faut give first. Et donc, on se dit, on va éduquer les gens et nous le rendrons ensuite. Aussi, au bout de ces 18 premiers mois, on se rend compte que les probiotiques, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Je parlais notamment de cette fameuse paroi intestinale qui est vraiment, en fait, ce qui tapisse tes intestins. Et c'est l'habitat des bonnes bactéries. Et on se rendait compte que, en fait, le stress, l'inflammation, c'est des choses qui ont tendance à vraiment abîmer cette paroi. Et le troisième pilier de la santé du ventre, c'est ton foie, qui fait tout ce travail de nettoyage. Et donc, nous, là, on devient l'expert du ventre. C'est-à-dire qu'on crée une sorte de protocole du ventre autour de ces 3 étapes, qui sont un microbiote équilibré, un foie pas trop saturé de toxines et une paroi intestinale en bon état. Et donc, on fait cette explication, on fait notre premier diagnostic en ligne avec une naturopathe qui nous accompagne vraiment pour faire déjà la composition des produits, et ensuite toute l'expérience. En fait, on voulait recréer une sorte de consultation naturopathe en ligne pour permettre aux gens de comprendre leur ventre. Et là, ça a été vraiment beaucoup plus simple d'évangéliser. C'était offert, ça? Comment? C'était offert? Ouais, c'était offert. Ok, et alors comment faut faire, par exemple, si là, tu veux prendre soin de ton ventre, tu commences par quoi? Par le foie, par la paroi, c'est quoi le protocole? Alors justement, dans le diagnostic, tu réponds. Ouais. Et en fonction des différents symptômes, en fait, on a appris aux gens à étudier les symptômes parce qu'ils venaient chez nous en disant j'ai mal au ventre. On est en mode, les gars, ça veut tout et rien dire d'avoir mal au ventre. Par exemple, un foie saturé de toxines, les symptômes, ça va plutôt être si t'as la langue blanche au réveil, si t'as mauvaise haleine. Sinon, c'est plus lié à la fatigue. Les gens qui ont un gros coup de pompe après les repas, là, c'est ton foie qui demande toute l'énergie de ton corps pour faire son travail de nettoyage et de prédigestion. Et donc là, on pense tout de suite à un foie un peu intoxiqué qu'il faudrait nettoyer, versus les gens qui nous disent alors dès que je mange quelque chose, j'ai un ventre de femme enceinte, j'ai le ventre qui gonfle, je dois déboutonner mon jean. Là, c'est plutôt, ça montre qu'en fait, ton bol alimentaire, quand il rentre en contact avec ta paroi, vu qu'elle est inflammée, ça réagit, ça ballonne, t'as des gaz, t'as mal, t'as le transit qui peut être bloqué ou accéléré. Et donc, c'est 2 choses complètement différentes. Et là, les gens, à partir du moment où ils comprennent ça, forcément, ils vont aller vers le produit qui leur correspond. Parce qu'en fait, la santé du ventre, c'est pas si simple. C'est plein d'organes en interdépendance. Et donc là, ils voient vraiment des effets. Et souvent, on a des gens qui nous disent « Mais ça fait des années que je suis ballonnée, j'avais jamais trouvé de solution. » Quand t'es ballonné, c'est glutamine et probiotiques, c'est ça? Oui, là, c'est vraiment le combo, effectivement. Alors, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment des probiotiques avant tout. Ouais. Mais ce qu'on constate chez les gens chez qui les probiotiques n'ont pas les effets escomptés, on se dit « Ah, ça veut dire que peut-être que la paroi intestinale, elle n'est pas en assez bon état pour accueillir ces bonnes bactéries. » Et donc là, on préconise de la glutamine, qui est un acide aminé, en fait, qui est vraiment ce dont les cellules des intestins se nourrissent. Donc, ça a vraiment réparé cette paroi. Trop bien. Ouais, ça va faire la paroi pour que les probiotiques vivent dessus, soient efficaces. Ok, et sinon, foie, tu prends... c'est un problème de foie, tu prends... Détox foie. Détox foie. Nickel. Voilà, donc c'est vraiment les 3 gestes qu'on a essayé d'installer. Après, en termes purement business, forcément, c'est plutôt la même chose en termes de e-commerce, de vendre une cure versus en vendre potentiellement 2 ou 3. Donc, c'est ce qui va vraiment nous aider dans nos switches. Parce que quand on passe de 300 000 à 1 million, on augmente aussi nos marges parce que notre panier moyen, il va doubler. Donc là, de 300 000 à 1 million, tu diversifies tes produits, plus tu crées des packs en fait avec les cures, et plus les diagnostics qui sont gratuits, qui permettent aux gens de savoir quel produit choisir. Exactement. Et qui améliore significativement le taux de conversion. Parce qu'au début, la première année, nous, on est tout le temps sur nos ordis, le soir, à répondre à tous les messages qu'on voit passer. Mais on se rendait bien compte que pour les gens, c'était pas naturel. Et en fait, c'est toute cette expérience accumulée pendant les 18 mois où on répond, je sais pas, à une vingtaine de questions par jour, qui nous permet de faire le diagnostic le plus fluide, le plus adapté. Parce qu'en fait, ces questions, c'est tellement naturel maintenant pour nous d'y répondre, qu'on crée l'expérience native, je pense, la plus adaptée à ce que les gens cherchent quand ils ne comprennent pas leur ventre, qu'ils ne savent pas vers quoi se tourner et qu'ils ont besoin d'être pris par la main. On tient vraiment à ce côté éducation pédagogique où
En fait, ce diagnostic, c'est une sorte d'auto-scoring. C'est-à-dire que on veut que les gens ils comprennent quand ils répondent à une question quel est l'impact et qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas juste je remplis des cases et après on m'envoie un diagnostic, mais j'ai pas forcément compris. On essaye vraiment que ce soit auto-apprenant. Ok, trop cool. Et après, du coup, le palier d'après, ça a été quoi? Ça a été 2 millions direct? Ou t'as eu Non. des... Non. Après, on a une croissance assez stable. Donc, quand on diversifie cette gamme, on a de nouveau 18 mois où on a de la croissance stable. On doit faire, je pense, 20% de croissance. Donc, on fait une deuxième année cool, mais on n'atteint pas les 2 millions. Et après 2023, on passe dans l'émission Qui veut être mon associé. Et là, Et la là, tempête. la tempête, tu connais. Ouais. Et en plus, on est passé dans la même saison de Qui fait mon associé. Moi avec Rissab, toi avec Dijo. Et je pense qu'on a eu des résultats tellement différents parce que, enfin, nous, ça n'a pas énormément pris, mais parce que je pense qu'on n'avait pas, du coup, un positionnement qui était très clair et qui convertissait, tu vois. Alors que vous, ça a été la tempête parce que je pense que votre positionnement était hyper clair et du coup, tous les gens, enfin, ils se sont reconnus et ils ont acheté, quoi. Oui, ils ont tout fait sauter d'ailleurs. Le diagnostic a sauté parce que l'abonnement Typeform, il était limité. Je pense qu'en 24 heures, je recrée un Typeform from scratch sur un nouveau compte. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Ça a été direct, genre comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors déjà, en amont, l'enregistrement, il se passe pas très bien pour nous. Parce que dans le jury, à l'époque, il y a Isabelle Chevalier, qui est la nana qui a monté une marque de probiotiques qui a fait des milliards outre-Atlantique. C'est la référence Canada-US. Évidemment, nous, on se dit, mais l'opportunité de notre life de l'avoir comme investisseuse. Et je sais pas pourquoi elle nous a pris en grippe. Genre, on pose un pied sur le plateau et elle nous prend en grippe. Genre, mais pas de manière très constructive. C'est-à-dire, elle nous dit, vos packaging, c'est noir et blanc, c'est boring. Alors que tout le monde nous a toujours dit que c'était plutôt cool, le packaging. Et de toute façon, c'est ce qui coûtait le moins cher d'imprimer en noir et blanc. Donc, on a fait ça pour ça. Elle dit, vous vous demandez que 200 000, c'est un manque d'ambition. Moi, je soutiens pas des entrepreneuses qui n'ont pas assez d'ambition. Elle nous dit que de toute façon, le marché il est déjà saturé, donc ça sert à rien de se lancer. Enfin, elle n'est pas trop dans le mindset de qui veut être mon associé, qui est plutôt quelque chose de positif, d'encourageant. Ouais. Donc nous, on se fait dézinguer. En plus, avec Lisa, on a vraiment un tempérament, on aime bien être les premières de la classe. On est vraiment les bonnes élèves, quoi. Et on perd complètement nos moyens. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, les autres investisseurs, du coup, les autres membres du jury, ils sont assez cool. Et ils disent, mais non, c'est bien les filles quand même. Ils compensent un peu. Ouais, vous avez réussi à faire 1 million en étant autofinancé, vous êtes rentable, c'est bien, il faut continuer comme ça. Non. Après, on a des propositions un peu pourries sur le plateau d'investisseurs. Enfin, il y a Delphine André qui nous dit, je pourrais vous mettre dans mes hôtels. Bon, pas révolutionnaire. Et Eric Larchevêque qui dit, bah, vous avez des bons chiffres, donc ça m'intéresse d'investir. Mais enfin, nous, on avait tellement sué pour en arriver là qu'on n'avait pas trop envie de dire, juste parce que vous êtes riche, vous pouvez rentrer dans l'aventure, quoi. Et du coup, on dit non aux propositions. Et sauf que ce qu'on sait pas, c'est que, enfin, ce dont on a très peur après, c'est de pas être diffusé, en fait. Parce que tout le monde nous dit, bah, si les gens commencent à faire ça sur Qui veut être mon associé, les gens viendraient faire leur pub gratos et après, ils se barrent, ils ont la noto et ils ont pas besoin de lever les financements. Donc nous, on est en panique 3000. On écrit à tous les membres du jury pour essayer de prendre un café avec eux après l'émission pour savoir un peu ce qu'ils en ont pensé. Il y a que deux qui nous ont répondu. Anthony Bourbon, qui nous a donné plein de conseils, très sympa. Et Jean-Pierre Nadir, trop sympa, qui nous dit, les meufs, vous avez juste complètement loupé votre passage. Ah ouais. On a dit deux petites bourgeoises qui refusent les financements. C'est tellement pas ce qu'on est. Et là, on se dit, wow, putain, vraiment, genre, on va se faire laminer. Enfin, déjà, à ce moment-là, moi, je suis prête à payer 10 000 euros juste pour pas qu'ils diffusent notre passage. Parce que, genre, j'ai l'impression... Attends, tu voulais pas qu'ils le diffusent? Ah bah non, parce que déjà, quand Isabelle Chevalier nous dézingue, enfin, c'est pas... On se dit, la nana, c'est la référence du domaine. Elle nous dit que ce qu'on fait, c'est nul. Heureusement, elle a pas parlé des produits. Et justement, elle est plutôt en train d'encenser les probiotiques, les différentes souches. Donc ça, c'est ce qui nous sauve un petit peu. Mais oui, à ce moment-là, je me dis, j'ai pas du tout envie qu'on se fasse décrédibiliser devant tous les téléspectateurs d'M6. Et en plus, quand Jean-Pierre Nadir, il remet une couche. Et donc là, heureusement, il nous réécrit 2 jours après en disant, non, mais j'ai discuté avec la prod, votre passage, il est bien. Et donc ça nous rassure en disant, bah, on va peut-être quand même être diffusé. Et ce sera bien. Mais on vit quand même avec la boule au ventre, parce que tu tournes en septembre et on est passé le 1er février. Mais tu prépares quand même ton passage, tes stocks, tout ça? Alors, du coup, nous, on y va assez mollo sur les stocks parce que, en fait, on a un biais, c'est qu'on a l'impression que notre passage, il est raté. Ok, donc tu te dis, on va pas trop prévoir. Plus on est autofinancé, donc on n'a pas trop envie de prendre ce risque de stock. Nous, on a un vrai enjeu de fraîcheur sur nos productions, donc on n'a pas du tout envie de se surstocker.
qui est l'erreur qu'on va faire parce qu'en fait, on fait en 2 heures d'émission le chiffre d'affaires de l'année précédente. Et là, on se dit, on va avoir un problème. Waouh, en 2 heures. Ouais. Donc vraiment, c'est banger, quoi. C'est Bah, ton Shopify, il est clic, clic, ding, 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 oui. ding, ding. Mais c'est un truc de dingue. Bah, d'ailleurs, il saute plusieurs fois. Enfin, la solution de paiement, elle saute. Et là, vous réagissez comment avec Lisa? Vous êtes dans quel état d'esprit? Alors, au début, t'as un petit moment... Non, bah, on n'a même pas vu notre passage parce que le site, il crache pendant qu'on passe. On est en train de gérer ton... Ouais. Donc, j'appelle le prestataire de paiement qui me dit « Je peux rien faire ». Heureusement, on avait Stripe qui était installé préalablement, donc on a pu switcher. Mais bon, bref, pareil, on n'est pas passé loin de la catastrophe. T'as 200 000 personnes connectées sur ton site internet, tu n'encaisses 0 €. Je te dis, il y a peut-être un problème. Puis là, 50 messages Insta de gens qui disent genre, on ne peut pas payer et tout. Donc là, déjà, la galère. Donc, gros coup de stress. Après, tu passes quand même tard, donc tu vas te coucher en disant, ouais, c'était une trop bonne soirée, on a fait un super chiffre d'affaires, c'est trop cool et tout. Et le lendemain matin, ça s'arrêtait pas. C'était encore pire. En plus, on avait préparé toute une stratégie LinkedIn avec Thibault Louis, qui nous avait aidé à l'époque, parce qu'en fait, on avait tellement peur de se prendre un bad buzz qu'on avait tout préparé pour avoir un Dora de réponse. Donc, on avait préparé nos posts avec Thibault pour expliquer pourquoi on avait refusé les financements, qu'est-ce qui s'était passé pendant le passage. Et vous avez buzzé. Et nos posts, ils sont partis dans les étoiles. Je me rappelle, ça avait buzzé de fou. Mais au final, votre passage était très bien. Hein. Oui, ils ont tout coupé. Non, mais ils ont tout coupé. Et c'était genre extraordinaire. Et franchement, merci la prod. Ouais, franchement, votre passage était bien. Il y avait vraiment en plus, il y avait la séquence émotion dont tout le monde se rappelle. Il y avait le câlin, Lisa et toi. Enfin, franchement, c'était très... Franchement, je les remercie 1000 fois parce que la réalité, c'était pas du tout comme ça. On est vraiment sortis du plateau en étant un peu chamboulés. Donc, on a eu vraiment cette chance qui monte le passage de manière constructive pour montrer ce qui était positif dans l'entrepreneuriat. C'est la grande différence avec l'émission US, Shark Tank, où c'est US, quoi. C'est très cassant, tu t'en prends plein la gueule. Mais là, en fait, ils l'ont mis à votre avantage, le fait d'avoir dit non. En fait, ils en ont fait un vrai storytelling. Et en fait, au final, quand tu as l'émission, tu te dis, purée, les filles, elles ont de l'audace, quoi. Exactement. Tu vois. Et c'est pas du tout ce que Jean-Pierre Nadir nous avait dit quand il nous voit et qu'il nous dit de petites bourgeoises. Là, vraiment, j'ai envie de pleurer. Et du coup, là, ça explose. Enfin, on nous reconnaît dans la rue pendant des mois après qu'il va être mon associé. C'est genre, je suis dans un magasin de bricolage pour acheter une ampoule. Il y a la nana de la caisse qui me dit « C'est vous, les probiotiques !» Là, je suis en panique attaque. En plus, je suis quand même assez introvertie. Donc là, je suis OK, qu'est-ce que je dois dire et tous les gens qu'on croise nous refont le match. Vous avez bien fait de refuser. Moi, à votre place, j'aurais fait pareil. Ouais, donc trop bon storytelling. Trop bon storytelling. Excellent. Et du coup, ça s'arrête pas les jours qui suivent. Vous continuez à faire des ventes, à faire des ventes, à faire des ventes. Ouais, en fait, ça redescend jamais. Et là, vous êtes combien dans l'équipe? On a été 12. Non, quand on passe, on est 2 avec 2 alternants. Ah ouais, vous étiez 4. Donc là, c'était le cauchemar. Non, mais c'était le cauchemar. Ça devait être quoi? Du coup, vous bossiez tout le temps Le SAV, c'était un cauchemar. Enfin, tout était un cauchemar. On était en rupture de stock, donc les gens, ils avaient trop peur de jamais recevoir leurs produits. Tu mets combien de temps pour faire ta prod et recevoir? Là, on met tout en urgence, donc on arrive à soit entre 5 et 6 semaines, mais c'est quand même long. Ok. Donc les gens, après, on communique avec transparence auprès de tout le monde. On leur dit on est vraiment désolé, on s'est fait submerger. Les probiotiques sont en production, ils arrivent, mais je pense que vraiment, à ce moment-là, on est... Là, c'est alerte rouge dans le bureau, quoi. Ouais, c'est que des galères opérationnelles. Et ça, c'est dur. Parce que ça t'use... En fait, t'as plein d'opportunités qui s'ouvrent. T'es vachement contacté par les journalistes, pas mal de pharmacies qui nous appellent à ce moment-là. Et nous, on est obligé de rester focus pour livrer les gens qui ont acheté sur le site. Donc, on laisse passer un peu d'opportunités business, je pense, à ce moment-là. Ça se passe le 1er février. On arrive à livrer tous les clients de Kevma finissent par être livrés d'ici le mois de septembre. Tu vois. Et donc là, sur cette année 2023, du coup, vous faites combien de CA? On passe à 1 million. Donc en gros, l'année d'avant, on avait fait 1 million et quelques, je crois, 1 million 3 ou 4, et là, on passe à 5 millions d'un coup. Vous passez de 1 million à 5 millions. Donc là, vous passez le palier, et du coup, la strat, c'était qui va être mon associé, quoi. La strat, c'était qui va être mon associé. Ouais, on l'avait pas prévu comme ça, mais effectivement, ça nous a pas mal chamboulé, hein, en toute transparence. C'est trop bien en termes de notoriété parce que ça fait connaître ta marque, mais ça amène d'autres problèmes avec. Après, moi, ce que je trouve hyper intéressant, et parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le cas pour toutes les marques qui passent sur Qui veut. Tu vois, il y a plein de marques qui passent sur Qui veut et ça fait pas autant, etc.
vous, le truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, votre positionnement était hyper clair, tu vois. Tout le taf que vous avez fait avant, dont on parlait de 300 000 à 1 million, de trouver les bons mots, le bon wording, la bonne cible, le diagnostic, les bons produits, les cures. Enfin, en fait, tout ce travail de positionnement fait que quand vous avez eu la visibilité, ça a vendu, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça, quand je donne des conseils à des gens qui veulent se lancer, je leur dis, mais parlez à vos clients tous les jours. C'est la meilleure école, parce que c'est vraiment ce qui... Tu réagis sur eux. Tu peux pas vendre, et tu peux pas vendre si tu réponds pas à un besoin. Et nous, on s'est pas réveillé un matin, enfin, on va devenir le bien-être par le ventre. Enfin, je veux dire, personne comprend que... Nous-mêmes, on savait même pas qu'il y avait autant de choses sur ce marché, c'est-à-dire qu'il y avait autant un besoin sur le ventre, et on le découvre en discutant avec les gens qui nous disent, moi, ça fait des années que j'ai mal au ventre, j'ai testé 15 000 trucs, je suis désespérée. Ouais, en fait, tu pars de quelque part, et puis après, tu fais un premier truc, t'écoutes les retours, tu t'avances sur ton chemin, et en fait, petit à petit, tu trouves ton positionnement. Mais ton positionnement, tu le crées pas dès le début. Il va forcément évoluer, il va forcément bouger, changer. Mais là, en fait, je trouve ça trop fort, parce que c'est vraiment, le positionnement était tellement bon que vous avez explosé le truc. Vous faites 5 millions en une année, ce qui est énorme. Et du coup, après, on arrive en 2024. Et comment ça se passe en 2024? Alors, 2024, bah, on repasse dans l'émission avec le Ouais. reportage Que sont-ils devenus? Donc, il y a une portée bien moindre, mais quand même qui continue. En fait, c'est qui veut être mon associé, ça monte très fort, ça fait quand même un pic, mais après, ça redescend pas en flèche. En fait, Ça reste ça stabilise à un plateau où on reste quand même à un niveau de chiffre d'affaires, je sais plus combien, mais assez important. Donc, on a de nouveau début 2024 ce nouveau petit push donc, qui nous aide. On fait la campagne métro. À ce moment-là, Ah oui, on trop met bien. des emojis caca placardés dans le métro pour, encore une fois, garder ce côté mémorable, différenciant, ce qui nous rend unique. Donc ça, c'est super cool. Après, arrivent plein de nouveaux problèmes. On s'est structuré, on a recruté, on doit apprendre à déléguer, tout ça très vite. On se rend pas forcément compte qu'on a changé de statut. Et en fait, quand t'es sous la lumière comme ça, t'as plein d'informations qui t'arrivent. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Une marque de 5 millions, il faut mettre tant en acquise, en ads. Et on a un peu perdu, je pense. Enfin, là, on a envie de le retrouver, mais L'authenticité du début. oui, on a essayé de devenir un business. On a un peu perdu notre supplément d'âme dans le sens où on avait l'impression que c'était absolument l'urgence avant que ça retombe. Il fallait qu'on développe plein de choses, qu'on investisse à fond en acquisition. Et on a un peu perdu ce qui, avec Lisa, je pense, c'est ce qui nous anime le plus, c'est-à-dire fondamentalement échanger avec nos clients et aider les gens concrètement. Et là, aujourd'hui, on sent que ça. Enfin, chercher tous les mois à faire plus de chiffre d'affaires, c'est pas vraiment. Alors évidemment, c'est bien et il faut pas cracher dans la soupe. Franchement, pendant des années, on a galéré, on s'est pas payé. Donc aujourd'hui, évidemment, on est trop contente d'avoir ce luxe-là. Mais c'est maintenant, il faut que nous, on retrouve un petit peu ce qui est notre moteur dans le projet. Ouais, parce que 2024, du coup, vous êtes en mode il faut qu'on arrive à maintenir l'acquise. Oui. Et c'est ça le truc. Et j'ai vu que tu avais fait un post où tu disais que tu avais dépensé plus d'1 million en acquisition. Pas qu'en acquisition, mais en notoriété, acquisition, market. en market. Alors que on fait une campagne métro, on fait une campagne radio, on balance je sais pas combien dans des influenceuses pour faire des stories, on augmente les budgets acquisition. Et en fait, on se rend compte là, début 2025, que toute cette acquisition client, on l'a fait sur des cohortes qui sont pas forcément fidèles. Alors que la force qu'on avait avant dans notre business, c'est qu'on avait une LTV super importante. Donc long term value, c'est-à-dire que quand on avait un client qui arrivait chez Dijo, on se rendait compte qu'il restait longtemps et qu'il dépensait beaucoup. Ouais, il rachetait à chaque fois, tous les mois, etc. Ouais. Et l'acquisition qu'on fait en 2024, donc un peu plus bourrin, bah, on n'a pas ces mêmes retours sur investissement avec les clients qu'on est allé chercher. Les gens achètent une fois et puis après ils Oui. arrêtent. Et bah, du coup, là-dedans, tu deviens beaucoup moins rentable en fait. Oui, parce que du coup, ton coût d'acquisition, tu dois tout le temps le Exactement. renouveler. Et là, du coup, on essaye de repivoter un petit peu en se disant peut-être qu'il vaut mieux faire moins, revenir aussi à une croissance stable. Parce qu'en fait, tu peux pas faire le bond de 1 million, 5 millions, 10 millions, enfin, ça n'existe pas, à moins que tu sois vraiment une énorme machine de guerre. Ce qui n'est pas notre cas, dans le sens où nous, on est quand même. On a envie de vivre. Enfin, on a un équilibre vie pro, vie perso qui est important. En 2024, on est quand même chacune devenue maman. Enfin, moi, j'ai mon deuxième enfant, Elisa, elle a eu son premier. Donc, c'est pas non plus l'année où. Ouais, c'est intense. Voilà, c'était intense. Et oui, ce qui est dur, c'est le regard des autres. En fait, les projecteurs braqués sur ton projet où tout le monde. Alors, t'as l'impression de rentrer dans la cour des grands. T'es considéré, ça c'est cool. Mais oui, tout le monde te dit ce que tu dois faire. Et nous, on
On a toujours eu ce travers dans le projet, c'est de pas avoir assez confiance en nous. Et là, on en a souffert big time, en fait. Ouais, parce que tu écoutes ceux qui ont réussi plus que toi et tu te dis, ah bah si lui il a réussi, il me donne ce conseil, je vais le faire. Et tu tombes un peu dans ce Oui. truc. Alors qu'avant, on était sous les radars, donc on faisait notre truc à notre sauce, notre petite patouille, mais on était trop contente de le faire et c'était ça notre moteur et nos clients, ils étaient trop contents. Et c'est ça qui donnait vraiment de l'authenticité à Dijon et qui permettait de se différencier des autres. Comment tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte quand le matin, t'as plus envie d'aller derrière ton bureau pour développer ta boîte. Donc, tu as eu un petit passage à vide. Ouais. Ouais, cet hiver, je sentais que ouais, j'étais moins animée par ce que je faisais dans la journée, en fait. Manager des gens pour leur dire il faut atteindre les KPIs, il faut que les CAC remontent. Alors que ce que j'aime, c'est déjà un aspect plus créatif. Plus le contact client, c'est quelque chose qui me nourrit énormément de comment on peut encore mieux les aider à prendre soin de leur ventre, comment on peut faire en sorte que ce soit simple à utiliser dans leur daily life, parce qu'on est tous pressés, stressés. Quand t'as des gosses, t'en parles même pas. Enfin, il y a aussi un truc... en France, on pense pas mal que le bien-être, c'est manger du quinoa tous les jours, faire du yoga. Enfin, c'est toujours deux extrêmes, quoi. D'ailleurs, souvent, les gens qui font les cures disent non, mais en ce moment, je fais n'importe quoi, donc je prends pas ma cure, mais bientôt, je vais tout arrêter, je vais me remettre à fond dans 10 jours. On est en mode non, mais les gars, c'est pas ça la vie. Enfin, ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre du quotidien qui te permet de te sentir bien sans jamais trop tirer sur la corde. C'est comme les gens qui attendent les vacances, comme si... Ah oui, c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. J'attendais les vacances cet hiver, je suis partie comme j'avais l'impression que genre j'allais plus tenir une semaine de plus si je partais pas en vacances. Donc trop bien les vacances, je suis partie une semaine, j'ai kiffé. Et je suis revenue au taf et 3 jours après, j'étais de nouveau dans le même état qu'avant de partir. T'arrives plus à te recharger, T'arrives plus à te recharger. Et ça, c'est pas une question de fatigue, c'est une question de sens. Et d'alignement, ouais. T'étais plus aligné avec ta vision de ton business. Et non, en fait, toi, un peu ce que tu me dis, c'est que t'es vachement en mission, en fait, à travers Dijon. Et donc là, ta mission a été plus business, alors que toi, ta mission, elle est vraiment d'aider les gens sur la problématique que toi-même t'as vécue, etc., quoi. Oui, impact, en fait, presque. Et avec Lisa, on avait du mal, je pense, à poser les mots. Puis en plus, on était jeunes mamans, donc tu dors pas beaucoup, t'es un peu on se sentait dépassé par notre projet, en fait. C'est comme si le truc, il va plus vite que toi et toi, t'es en train de regarder, genre... Et tout le monde te dit, genre, ouais, vous faites 5 millions, c'est trop génial. Et t'as les interviews des journalistes, et toi, dans ta tête, tu te dis, oui, enfin... J'en peux plus. C'est plus moi, en fait. C'est plus genre Anouk et Lisa qui livraient leurs clients à vélo. Il y avait combien de personnes dans l'équipe, là? Et donc là, on est monté à 12. Courant 2024, en gros, on a pas mal embauché. Ça nous a pas du tout correspondu. Oui, on a embauché aussi dans l'urgence. Donc ça, c'était un peu plus dur. On a fait des erreurs. Et là, on est redescendu. 2025, on s'est vraiment concentré sur restructurer l'équipe. Restructurer ce qui fait du sens dans la mission de Dijon. Donc, les événements clients, l'expérience utilisateur. Vraiment, on a envie que chaque projet qu'on mène chez Dijon, ça nous fasse kiffer, quoi. Et donc, on a resserré l'équipe. Maintenant, on est 6. Enfin, là, on est 8, mais on a envie en septembre, on sera 6. Et c'est trop cool. Enfin, ça y est, on reprend du plaisir. On a repris la main sur notre projet, en fait. Du coup, 5 millions par an, c'est possible? C'est possible. Alors, cette année, on va faire un peu moins, je pense. Déjà, en ce moment, la conjoncture, elle est compliquée. Puis là, nous, on a vraiment décidé de prioriser les projets. On n'essaie plus de courir tous les lièvres en même temps. On est en mode, ce projet, c'est pas grave, il attendra 2026 ou 2027. À la pharma, on s'y est toujours pas mis, alors que depuis qu'il va être mon associé, tout le monde dit, elle est en pharma, c'est un Eldorado pour vous. Parce que là, vous êtes full en ligne. On est full en ligne. On fait 95% de notre chiffre d'affaires en ligne et la distrib, c'est chez Oh My Cream. Okay. Tu vois, des corners beauté assez haut de gamme où il y a vraiment de la pédagogie, de l'accompagnement et donc ça marche très bien. Et on est aussi chez Joli Moi, qui est une plateforme de social selling spécialisée dans la beauté et le bien-être qui cartonne. Donc pour l'instant, ça nous allait très bien comme ça. Mais effectivement, en fait, ça fait 2 ans, depuis qu'il va être mon associé, qu'on avait la tête dans le guidon sur développer l'existant e-commerce, mais on n'a pas mis des nouveaux relais de croissance dans notre boîte. Et donc ça, c'est ce qu'on a envie de travailler plus maintenant. Ok, et avec Lisa, comment ça s'est passé du coup ces 2 ans où vous aviez la tête dans le guidon, vous deveniez toutes les deux mamans, etc. Est-ce que vous arriviez quand même à vous retrouver de temps en temps pour discuter toutes les deux? Ouais, heureusement qu'on est deux, parce que ça nous aide vachement à poser les mots sur ce qu'on vit.
Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tout le monde ne peut pas comprendre tes problématiques. Et surtout, tout le monde disait, mais vous avez trop de chance. Donc, tu n'oses pas trop raconter ce que tu vis. Tu te sens un peu désaligné, tu as un peu l'impression de cracher dans la soupe. Enfin, tu as l'impression que tout le monde rêve de vivre ce que tu vis. Du coup, tu n'oses pas trop te plaindre. Donc là, c'est une force d'être deux, de pouvoir échanger. Puis on est super proches aussi dans la vie perso. On se voit tout le temps en dehors. Enfin, donc on le sent doucement mais sûrement, mais en même temps on est porté par cette sorte d'inertie où on se dit bon bah on va pas se plaindre, on a trop de chance, il faut y aller à fond, ça se présente peut-être qu'une seule fois dans une vie, mais en fait on aurait dû s'écouter plus tôt et se faire confiance et se dire mais non en fait Ça nous ressemble plus. oui. Et donc quand je reviens de ces vacances l'hiver dernier, là je me dis vas-y je prends une psy, une coach quoi. Juste parce que j'ai envie de pouvoir parler à quelqu'un pendant 1 heure de moi, parce que je n'ose jamais faire dans la vie de tous les jours. Quoi. Mes potes, je vais pas leur mettre des tunnels alors qu'eux, ils sont dans leur CDI, ils ont 15 000 problèmes ou t'as 15 000 problèmes perso, enfin bref. Et juste pouvoir parler pendant 1 heure de moi. Et j'ai fait ce travail pendant quelques semaines, parce que je fais 2 séances par semaine. En 3 semaines, j'ai vraiment fait un travail pour tout poser. Et là, c'était très clair en fait. C'est genre, j'étais plus alignée, il fallait juste rechanger ça, remettre du sens dans certaines choses. Et très vite, ça allait beaucoup mieux. J'ai retrouvé ce plaisir dans mon taf. En fait, c'est trop bizarre. C'est comme si tout était en bordel dans ta tête. Et juste de voir ce que toi, tu dis à quelqu'un qui n'attend rien, en fait, qui juste t'oriente un petit peu ton cheminement de pensée. Et en fait, tu réalises ce que tu dis toi et tu dis, ah oui, ben en fait, c'est évident. Mais tant que tu fais pas ce travail, c'est difficile de savoir. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que je trouve que, enfin, que ce soit pour une boîte ou même dans une relation, tu vois, où en fait, très vite, tu as la conclusion de OK, je me sens plus alignée, je me sens plus bien, je vais le balayer, tu vois. Tu te dis, bah, je vais arrêter. Je vais arrêter ma boîte, vas-y, je vais quitter mon mec, je vais arrêter avec cette pote parce qu'elle me saoule. En fait, très vite, on a le réflexe de dire ciao, alors qu'en fait, on peut réparer les choses. Enfin, on peut réajuster, on peut réparer, on peut se réaligner. Et on devrait même le faire plus souvent, tu vois, de dire, bah, OK, je me sens plus bien dans ce projet, comment je peux l'adapter, voir ce qui va pas, étudier, en effet, mes besoins qui sont pas comblés, et cetera. Et en fait, de toute façon, si tu fais pas ça dans ta boîte, tu vas pas tenir 10 ans, quoi. Exactement. Déjà, une boîte, ça tient enfin, il faut le voir comme un marathon, pas comme un sprint. Et surtout, ce qui donne de la satisfaction dans la vie, c'est ce qui est dur à obtenir. Enfin, et comme tu disais, ça marche pareil dans la vie perso. En fait, tes amis proches, c'est aussi ceux avec qui tu as surmonté plein de choses. Et les relations, elles se valorisent aussi dans le temps que ça dure. Ben, les boîtes aussi, en fait. Et enfin, même tes relations amoureuses. Et tout ça, aujourd'hui, on a une attitude assez consumériste envers nos jobs, nos mecs, nos potes. Alors que, bah non, faut fournir des efforts, faut te remettre en question. Tout change. Et ça, c'est un truc aussi, j'ai fait le deuil de toujours essayer de chercher un truc équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, surtout quand t'es entrepreneur. En fait, ça change tout le temps, c'est le game. Donc, bah, il faut aller au combat, quoi. Mais il faut pas te dire à un moment, je vais atteindre la stabilité, ça va être simple. Ça n'arrive jamais dans la vie. Tu auras toujours des nouveaux challenges. Exactement. Mais en même temps, bah, si tu kiffes pas tes challenges, oui, là, il faut te poser les questions. Et donc, ce moment où je fais cette sorte de thérapie, ça me saute aux yeux comme, en fait, 3 semaines avant, j'avais envie d'arrêter Dijon, de me virer de ma propre boîte. Et en 3 semaines, je me dis, mais en fait, c'est la chance de ma life. Je suis hyper alignée. Genre, ce truc, ça m'a sauvé la vie. À un moment, j'étais complètement down après ma maladie, enfin, complètement perdue aussi. Parce que les mois que je traverse avec ma thyroïdite d'Hashimoto, c'est assez violent. Je me sépare de mon mec de l'époque. Je retourne vivre chez ma mère. Tous mes copains, ils signent leur premier CDI, ils achètent leur premier appart, ils se payent leurs premières vacances. Moi, je suis enfermée chez moi tous les matins, je me réveille, je chiale, parce que, en fait, la thyroïde, ça te perturbe aussi pas mal. L'émotionnel. Ouais, je fais des yo-yo de poids où je peux prendre 10 kilos, en perdre 10. Enfin, je suis vraiment mal dans ma peau, mal dans ma tête, enfin, mal à tous les niveaux, quoi. Et ce projet, il arrive certainement pas par hasard, c'est-à-dire que je pense que c'est un moyen de me raccrocher à la vie d'une certaine façon, et je l'ai vachement partagé avec les clients au début. Ouais. Mais c'est hyper intéressant où tu dis aussi qu'il y a eu un moment où tu as eu envie d'arrêter et je pense que bah, tu vois, on est beaucoup à culpabiliser aussi, à se dire, bah là j'ai envie d'arrêter, mais c'est ma boîte, c'est moi qui l'ai créée, etc. C'est chelou, tu vois, de te dire ça. Toi, le moment où ça t'a traversé l'esprit, comment t'as réagi? Moi, je l'ai pris à bras le corps parce que je me voyais pas continuer comme ça. Et c'est le jour où j'ai dit à Lisa, où là, je me suis dit, oula, là, il faut vraiment que je travaille sur moi parce que on est toutes les deux embarquées dans cette aventure. On a une énorme confiance l'une en l'autre.
Et si je veux arrêter, il faut que je sois sûre à 3000% d'imposer cette décision à Lisa. Alors, vraiment, j'ai l'impression que j'allais divorcer, quoi. Elle a dit quoi quand tu l'as dit? Je pense qu'elle a vu quand je l'ai dit que c'était assez impulsif ou en réaction à une mauvaise nouvelle, enfin une galère de management où j'étais agacée. Mais du coup, elle a senti pour que je dise ces mots la gravité de la situation dans laquelle je me trouvais, je pense. Et du coup, j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait ce travail. Mais exactement comme si dans un couple, il y a beaucoup de gens dans leur couple qui rejettent leur frustration à la tête de l'autre. Alors qu'à un moment, si t'as un problème, enfin, genre, mets les mots, communique correctement avec l'autre pour expliquer ce dont tu as besoin et qu'est-ce qui va pas. Mais déjà, Lisa, elle aurait jamais pu deviner que moi, je vivais ça à ce moment-là. Et chacun le vit différemment. Donc, encore une fois, il faut communiquer, expliquer, mettre les mots. Et en fait, dès que moi, j'ai réussi à mettre les mots grâce à ce travail que j'avais fait avec la psy, tout a été très simple, très fluide. Et on a réorienté le projet. Et d'ailleurs, Lisa, elle était assez d'accord. Enfin, elle aussi, elle avait ce sentiment-là. Je pense pas autant que moi. Parce que j'avais accumulé aussi beaucoup de fatigue avec mes enfants. L'arrivée du deuxième enfant, ça a été un peu compliqué. Mon deuxième, il a été tout le temps malade, donc j'ai eu un hiver vraiment intensif. Donc forcément, ça s'est un peu démultiplié, parce que quand tu ne dors pas, tu fais un peu la vie en noir. Et c'était hyper instructif. Et depuis, bah, on s'est concentré sur ce que chaque action qu'on fasse, elle aille dans ce sens-là. Et très vite, en fait, tu te remets en ordre de marche. Ouais, en fait, très vite. Même dans l'équipe, du coup, on a un truc qui est compliqué aussi avec Lisa, c'est qu'on est hyper fusionnel, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Et du coup, intégrer des gens dans l'équipe, c'est difficile pour retrouver leur place. Parce que nous, on est le noyau dur et on est assez impressionnante dans le sens où, bah, tu vois, quand on fait un point salarié, qu'on est les deux assis en face, le pauvre, il peut pas dire grand-chose, quoi. Donc, nous, on arrive, on n'est pas contente, on veut ci, on veut ça. Et comme en plus, on n'avait pas la vision pour aller dans la bonne direction, je pense qu'on avait du mal à emmener l'équipe avec nous aussi. Et donc là, on a pris du temps, on a fait plusieurs team building depuis, ça a été super sympa. On a emmené toute l'équipe à Chilon. Donc là, d'où on vient avec Lisa, genre, on a dormi chez ma grand-mère. Mais non. Vraiment, on a fait des trucs, genre. Franchement, c'était pas du tout le séminaire paillettes, mais c'était trop sympa. C'était hyper naturel. C'était à votre manière. Exactement. Et il n'y avait pas de masque, en fait, entre qui on est et comment les salariés nous voient. Et ça a vachement aidé. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression. J'espère qu'ils pensent pareil. Ouais, je pense, ouais, aucun doute. Mais ouais, revenir toujours à tu crées ta boîte à ta manière, avec ta vision, tes valeurs, ce qui toi te drive, ça c'est hyper important et pas se perdre dans tous les conseils, dans tout ce qu'il faut faire, mais juste se faire confiance. Et là, du coup, votre strat pour faire de 5 à 10 millions, c'est quoi? Bah, là, on veut vraiment. On a rayé de la carte l'objectif de faire 10 millions. On se dit que ça viendra naturellement en se reconcentrant sur ce qui est notre force, c'est-à-dire faire de la pédagogie, faire du contenu engageant et capitaliser sur des choses. Pas essayer de faire comme tout le monde, en fait. Tu veux, là, quand nous, tout le monde nous a dit pour aller chercher 10 millions, il faut dépenser 100 000 euros sur Meta tous les mois en acquise. Ben, on a essayé, hein, ça n'a pas marché. Donc, bah, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais nous, non. Donc, peut-être qu'on est moins fort que la moyenne, je sais pas. En tout cas, avec le recul, parce que là, ça fait. Tu vois, aujourd'hui, je peux faire le bilan de la stratégie qu'on a mis en place post-Kevma. Je dis, les cohortes étaient moins engagées, la LTV, elle a baissé. Bon, le panier moyen, il est resté stable, mais. Et du coup, ça, c'est des indicateurs qu'il faut vraiment écouter, qu'il faut regarder en se disant, en fait, j'ai payé pour faire l'acquisition de nouveaux clients, mais en fait, qui sont pas des super fans de mon projet. Alors, évidemment, quand tu essayes de grandir une boîte, tu peux pas avoir que des super fans. Mais on se dit peut-être qu'on préfère. Là, la stratégie qu'on choisit, c'est de rester avec notre noyau dur de clients et peut-être les faire acheter plus. En tout cas, leur vendre plus les produits qui correspondent parce que eux, ils ont vraiment envie d'adopter le lifestyle d'Ijo que d'essayer de prendre des probiotiques. Je sais pas, à quelqu'un qui a pas du tout envie d'en prendre et qui préfère acheter un produit miracle qui fait perdre du poids en 3 jours, qui est pas du tout notre positionnement. Et tu me disais que toi, tu avais aussi changé de posture au sein de Dijo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, tu te rends compte quand tu veux grandir que tu dois changer, toi, ta manière de fonctionner. En fait, une boîte qui fait 1 million, elle attend pas du tout les mêmes choses de toi qu'une boîte qui en fait 10, dans le sens où, au début, tu dois tout faire. Tu dois être le pro de la compta, du packaging, du site internet, des réseaux sociaux. Donc, tu connais ta boîte par cœur. Tu sais tout faire toi-même. Ben, nous, on a dépensé 0 pendant très longtemps. Donc, si tu veux, ça n'a aucun secret pour nous.
Sauf qu'on est omniprésente, donc on micromanage tous les gens. Ça nous prend un temps de ouf et on déteste et on est nul et les gens, ça les saoule. T'es dans l'opérationnel à fond et t'arrives pas à en sortir. Et donc tu finis par avoir l'impression que ton cerveau va exploser en fait, parce que quand tu veux grandir, tu travailles plus pour ta boîte, tu travailles sur ta boîte. Et donc tu travailles sur des process, sur le management, sur faire des fiches de poste claires, faire évoluer les gens. C'est ça ton taf en fait. Avoir une vision, communiquer la vision en permanence, où tu veux aller. Et tu vois, on se rend compte, l'année dernière, on disait qu'on voulait faire, on disait déjà qu'on voulait faire 10 millions, évidemment. Mais on ne disait pas comment, quoi. Enfin, on ne disait pas c'est quoi la vision, qu'est-ce que Dijon va devenir, qui on veut être. Alors que maintenant, on sait, on veut vraiment rester l'expert du ventre, avec une approche naturelle. Enfin, il n'y a pas de fast track. On aurait pu se mettre à vendre des produits minceurs 3 fois moins cher. Ça aurait marché, hein, mais je pense pas que ça aurait duré très longtemps dans le temps. Ouais. Et donc, à un moment, tu te dis qui je veux être. Ce qu'on sait avec Lisa, c'est qu'on a envie de continuer ce projet longtemps. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on fasse un truc qui nous fait kiffer, sinon on va pas y arriver. Trop bien. Et du coup, ça te demande de changer toi aussi en tant qu'individu, tu vois, je suppose, de changer de posture. Genre, c'est comment tu fais ce switch d'identité? Alors ça, c'est un travail sur toi. Les équipes, elles nous aident beaucoup aussi. Alors, déjà, d'être beaucoup mieux organisée. C'est-à-dire, moi, maintenant, j'essaye vraiment d'écrire ma to-do la veille au soir pour le lendemain. Ah ouais. Et comme ça, je vois bien quand je retombe dans mes travers. Parce qu'en fait, c'est facile de faire pour faire, surtout un truc que tu maîtrises. Genre, je sais pas, faire une campagne mail sur l'apport intestinal, tout setup sur Klaviyo. Une fois que tu sais le faire, tu fais que ça. Comme ça, tu as l'impression de beaucoup travailler. Alors que non, en fait, il faut vraiment avoir un sens autocritique, te remettre en question permanente de mon temps. Est-ce que je l'alloue au truc le plus efficace pour développer ma boîte? Pas juste faire pour faire. Et ça, c'est super dur. Et je trouve de poser sur le papier qu'est-ce que tu dois faire, ça aide beaucoup. Avec Lisa, le plus gros challenge qu'on a pour les mois qui arrivent, c'est de se splitter les tâches. Parce que nous, on avait un fonctionnement où on est limite, on est une seule personne. C'est-à-dire que on prend les projets par lead, en gros. Donc, quand il y en a une qui a de la bande passante, elle va prendre ce projet. Mais du coup, on est interchangeables. Donc ça, c'est super cool, en revanche, quand tu pars en congé mat ou quand tu pars faire un grand voyage et que l'autre, tu sais que tu peux partir, l'autre, elle va gérer, et tu peux couper ton ordi. Et ça, c'est vrai que c'est cool aussi dans un projet de te dire, demain, je pars 3 mois, je sais que Elle quelqu'un... sait gérer, ouais. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on arrive à un stade de boîte où si on veut accélérer, faut qu'il y ait chacune sa responsabilité. Ouais. Et donc ça, c'est notre prochain challenge. Et c'était quoi, par exemple, là, ce dernier mois, le truc qui était vraiment important et utile pour Dijon, tu vois, dans ce que tu faisais? Là, c'est de vraiment poser la vision, de remettre de l'identité de marque, ce qui nous rend unique, comment on communique, sur quel tone of voice, sur quel canal on se concentre aussi. Donc, c'est de la strat, par exemple. En gros, tu faisais un PPT de strat, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, j'ai remarqué ça récemment, je me remets à faire des présentations. Et après, Ce que je déteste. Ah oui. Mais c'est important. Et après, tu présentes à l'équipe en disant, OK, les gars, c'est comme ça qu'on va faire. On va aller sur je sais pas, sur Insta, sur LinkedIn, on va faire ci, on va faire... Exactement. Alors Ok. qu'avant, c'est nous, on avait juste à penser ça la veille et le lendemain, on faisait ça nous-mêmes. Ouais, là, il faut emmener les gens. Mais en fait, je trouve ce qui est dur, c'est que tu peux dire, en effet, si je passe, je sais pas, une semaine à faire un PPT, peut-être t'as l'impression de pas avancer, tu vois. VS, en effet, si t'as fait ta campagne Klaviyo et au moins c'est parti, si t'as fait tous tes trucs vraiment opérationnels. Mais là, c'est le truc, c'est prendre step back et dire, ça va avoir plus d'impact long terme de faire ma presse que de faire... Mais ça, tu le fais une fois que t'as atteint, après 3 millions, quoi. Oui, après, je sais pas, ça dépend. Ça dépend des boîtes, mais tu le fais pas au début, quoi. Ouais, ça dépend. Oui, tu fais pas au début. C'est même contre-productif au début, si tu fais après. Ouais, ah bah oui, franchement, si t'as pas le temps de faire des présentations PPT quand tu démarres, déjà, Ouais. ça sert à rien parce que t'as personne qui manageait, donc... Déjà. Mais ouais, au début, c'est marrant parce que quand on a commencé Dijon, on a rencontré pas mal d'entrepreneurs qui nous disaient, moi, je suis nostalgique du début où j'étais tout seul, c'était facile et tout. Nous, on était en train de faire les colis nous-mêmes dans le salon de ma daronne. On s'est dit, mais à quel moment tu peux être nostalgique de cette période de l'enfer? Et cet hiver, je me suis dit ça, je me suis dit, en fait, peut-être qu'on pourrait, genre, virer tout le monde, revenir à 2, faire 1 million, et genre, la vie serait belle, tu vois. Bon, on s'est vite dit que c'était quand même un peu con. Et quand on a remis du temps avec l'équipe, de la vision, et que tu vois, en fait, qu'il y a plusieurs, tu vas vraiment plus loin.
et que tu sens que les autres, ils deviennent meilleurs que toi, là, tu dis, en fait, instinctivement, on est mal formaté parce qu'en fait, tu as toujours envie de revenir dans ton confort, dans ce que tu connais. Alors que là, il faut juste avoir le courage de dire, OK, let's go, nouveau chapitre. On se remet en risque, on apprend des nouvelles manières, mais en même temps, c'est extraordinaire. Enfin, c'est assez satisfaisant de te rendre compte que tu construis vraiment quelque chose qui te dépasse, qui n'est plus juste toi, qui est une équipe, que les gens, ils sont animés par ton projet. Tu vois, récemment, on a eu un pop-up aux Galeries Lafayette et quand j'entends l'équipe présenter les projets, les produits, parler de Dijon, je me dis, waouh, c'est ouf. Enfin, je suis trop heureuse. Je me dis, bon, bah, la mission, c'est plus juste porté par Lisa et moi. Ça devient Un un vrai impact truc, ouais. plus concret. Et donc, ça, c'est Ouais. cool. Ouais, c'est du travail, mais quand tu y arrives, c'est ouf, trop bien. Et je voulais aussi qu'on parle un peu d'argent ensemble, parce que ce qui est hyper cool avec toi, c'est que tu démocratises vachement bah, le côté financier, surtout bah, pour les femmes entrepreneurs où c'est encore un sujet tabou, où c'est encore un sujet où les femmes, elles osent pas dire leur chiffre d'affaires, elles osent pas dire combien elles se payent, etc. Et je vois que toi, de plus en plus, tu essaies de faire d'en parler sur LinkedIn, de dire, OK, là, on a généré plus de 14 millions sur les années de Dijon. Là, je me paye tant. D'ailleurs, tu l'avais dit dans le passage de Qui veut, mais que ça a été coupé. Mais tu essaies vraiment de parler de l'aspect financier et de parler aussi de ton ambition et de dire, bah, en fait, moi, je suis une femme, je suis maman, je suis engagée, je suis ambitieuse et je peux être tout à la fois. Comment ton rapport à l'argent, il a évolué avec le temps? Bah, déjà, tu te rends compte que personne ne pense que tu vas y arriver. Et vraiment, nous, on a rencontré tellement de fonds d'investissement qui nous ont dit non. D'ailleurs, on a autofinancé un peu à cause de ça. Enfin, on était dégoûtés. À un moment, tu pitches ton projet, les gens, ils te cassent en 3 secondes. T'es en mode, bon, ok, très bien. Et, et on a fait aussi l'erreur de mettre trop de temps à se payer. Mais Combien de temps avant de vous payer? euh, on a mis 18 mois en fait à se payer. Donc l'année où on fait le million, là, on décide de se verser un salaire. Ah, ouais, quand même, enfin, pour attendre le million avant de se payer, c'est vrai que Ah non, on était c'est loin. rare. On faisait enfin, on vivait des notes de frais qu'on se faisait, quoi. Mais c'était pas grand-chose. Enfin, c'est juste des restos. Ça va vite. Je vivais chez ma mère, donc ça allait. Elisa, elle avait son chômage de son précédent taf. Mais en fait, ce qui est mauvais, c'est que ça influe ta manière de manager ta boîte. C'est que du coup, t'as peur d'investir dans ta boîte. Mm. Et je pense qu'on aurait pu aller plus vite au début chez Dijon si on a eu un peu plus d'expérience, qu'on avait investi plus vite. Et on a perdu un peu de temps comme ça. Mais bon, de toute façon, on peut pas refaire l'histoire, hein. C'est comme ça que tu te fais ta première expérience. Et C'est quand même allé vite. je dis souvent dans ma newsletter, réussir, c'est cumuler les échecs. Mais on serait pas ce qui on est si on n'avait pas fait tout ça. Donc ouais, l'argent, c'est hyper important parce que nous, les femmes, on n'est pas éduquées là-dessus. En France, c'est un sujet hyper tabou. Mais même aujourd'hui, je vois mes potes en école, enfin, qui sont diplômés d'école de commerce, qui ont des super jobs aujourd'hui. Personne ne sait qui gagne combien, quoi. Je suis en mode, mais c'est ouf quand même. Enfin, moi, j'aimerais bien. Parce qu'à un moment, on se demandait, genre, quel salaire se verser. On nous demandait un peu autour de nous, genre, combien gagnent les gens pour avoir un peu une idée de ce qui serait OK. Genre, je Mm. sentais que les gens, tu leur poses une question, genre, Malaise. ouais. Enfin, en mode, oula, tu m'offusques. Donc, il y a un vrai sujet par rapport à l'argent. Et surtout, faut savoir pourquoi tu fais ton projet. C'est quand même avant tout pour vivre la vie que tu as envie de mener. Donc, tu peux pas tout donner dans ce projet et devoir toujours compter à chaque fin de mois, surtout quand tu deviens parent. Enfin, tu as envie Ouais. d'une certaine sécurité. Si tu as un pépin demain, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup d'insécurité, hein. Demain, j'ai un cancer. Si tu veux, comment on fait pour 10 jours? On n'a pas de chômage. Enfin, ça, c'est des Mm. vrais sujets. Donc, il faut quand même que tu aies un petit peu d'argent de côté si jamais ça s'arrête. Et tout ça, on n'a pas cette culture en France, parce que le salariat est le modèle omniprésent, évidemment. Il y a beaucoup de sécurité pour les salariés. Et du coup, les entrepreneurs sont dans la méconnaissance totale Ouais. de qu'est-ce qui peut t'arriver si demain ta boîte s'arrête. Et Puis il y a surtout le mindset du sacrifice en France. Tu te dis, OK, bah, je crée ma boîte, donc je me sacrifie, je suis la dernière à me payer, je suis oui. celle qui va tout donner, qui va. Mais c'est pas forcément bon, en effet, pour faire les paliers. Ça a été quoi, vous, du coup, tous vos paliers de salaire? Vous avez commencé à combien et vous finissez à combien? Ah bah, l'année où on fait 1 million, je pense qu'on se paye 1 500 € chacune, quoi. Donc On le est minimum. loin, loin du compte. Et après, on est monté doucement, ouais, à 2005, puis 3000. Et aujourd'hui, on est, je sais même pas exactement, mais on se paye pas 100K annuel, parce qu'en plus, on est très chargé. Ouais, Parce que c'est pas un modèle avantageux quand t'es fondateur. ouais,
quand tu es salarié de ta boîte, tu es salarié assimilé, dirigeant assimilé salarié, mais tu es chargé à genre 60%. Tu casques, ouais. Donc, je sais plus comment, mais on a un mix où on a une partie où on est salarié et on se verse des dividendes. Donc, à peu près 100K par an. Ouais. Donc, c'est important dans le sens où, il faut que tu puisses avoir de l'épargne de sécurité. Nous, demain, Dijo s'arrête, encore une fois, on n'a pas de salaire, Oui. quoi, pas de chômage. Donc, ça, c'est hyper important. Plus on est maman, donc la garde de tes kids, ça coûte cher. Tu gères un foyer, quoi. Tu gères un foyer. Non, et globalement, l'argent, c'est important parce que tu vas pas faire pendant 10 ans une start-up pour te payer 1500 balles. Enfin, à un moment, il faut être honnête aussi avec... peut-être que des gens le font, je juge pas. C'est comme il y a des métiers, tous les gens qui travaillent dans la santé, c'est quelque chose, ou même dans l'éducation. J'ai du mal à comprendre que les salaires soient si bas dans le système après français tel qu'il est, et je pense assez dysfonctionnel, mais on a aussi la chance que ce soit gratuit pour les citoyens français. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont quand même un peu étouffés. Le coût de la vie, il a énormément augmenté, et les salaires n'ont pas forcément suivi. Et aujourd'hui, je pense que la société est dans cette problématique où c'est deux mondes qui s'éloignent. Bref, c'est un vaste débat. Mais oui, du coup, c'est important vraiment de sentir en tout cas que tu travailles à ta juste valeur. Et si tu as envie de gagner plus, donne-toi les moyens de gagner plus. Il y a des gens qui gagnent 1200 € qui sont très heureux comme ça. Et ça, c'est très bien. Mais encore une fois, si ça nourrit une frustration en toi, dans ce cas-là, donne-toi les moyens de vivre autrement. Moi, encore une fois, avec Lisa, on n'a pas des parents qui peuvent nous aider particulièrement. Donc, si tu as envie de pouvoir voyager, de pouvoir offrir à tes enfants l'ouverture culturelle, parce que alors, je suis d'accord que c'est pas bon pour la planète, mais effectivement, il y a quand même le bénéfice de pouvoir leur faire découvrir d'autres cultures, d'autres choses. Ça, je trouve ça hyper important. Qu'ils puissent voyager pendant leurs études aussi, leur payer en fait les études que tu souhaites. Il faut un peu de thune. Il faut de la thune. Franchement, il faut de la thune. Et tu avais dit que tu avais rencontré un mec qui t'avait dit moi si je fais autant de ça avec ma boîte, je me payerais 10 fois plus. Ça, c'était quoi l'histoire? On était la première année de Dijon, on a été dans un accélérateur. Du coup, l'année, on passe de 300 000 à 1 million. On est dans un programme d'accélération qui s'appelle Fast Forward Normandie, parce que la société est basée en Normandie. Et on est accompagné avec d'autres startups. Et il y a deux fondateurs d'une autre boîte qui accéléraient avec nous. C'était des mecs qui avaient déjà monté des boîtes par le passé, et là, qui se relançaient dans une nouvelle aventure. Et on leur dit nos chiffres. Ils sont en mode, mais... Parce qu'on déjeune tous ensemble un midi, et je sais plus ce que je dis, mais je dis, bon, vas-y, je prends pas de dessert, c'est 5 balles de dessert. Un peu en mode radin malin. Et là, donc après, à table, on parle de ces sujets en disant un peu, genre, on en a marre de devoir faire gaffe tout le temps, c'est vrai que c'est pesant. Et là, les mecs, ils nous disent, mais vous êtes des grandes malades. Vraiment, vous êtes des grandes malades. Genre, vous allez faire 1 million de chiffre d'affaires et vous ne payez pas, quoi. Et nous, on était en mode, non, parce qu'on a peur que demain, ça s'arrête, si on a besoin de cash. On était vraiment, genre, on mettait l'argent sous le matelas, limite, en mode... Il était en mode, mais il faut que vous ayez une vie, Vous pouvez pas... Lisa, elle enchaînait les sous-locs tous les 3 mois. Ouais, on faisait un déménagement. C'était la galère. Moi, je vais chez ma mère. C'est sûr qu'à un moment, je ne pouvais pas tenir comme ça, quoi. Et là... Ça a été déclic. Mais déclic. Mais franchement, en fait, quand tu commences à bien te payer, en fait, tu as envie de tout faire pour maintenir ce niveau de vie. Donc, en fait, tu as envie de te donner à fond pour ta boîte, être aligné. En fait, ça rayonne. C'est bénéfique de mieux te payer, de plus dépenser, parce que du coup, tu as envie de plus gagner aussi. Oui, et alors, ce qui a été game changer, c'est qu'on a osé payer des experts pour nos problématiques. En fait, il y a eu un switch quand même aussi, où on faisait tout nous-mêmes. On n'avait pas encore les moyens d'embaucher, mais on a travaillé avec beaucoup de freelances, et ça nous a fait progresser très, très, très vite. Trop bien. Parce qu'en fait, on a payé des freelances, j'arrête pas de dire en fait, c'est une catastrophe. On a payé des freelances vraiment experts de chacune de nos problématiques, genre pour l'emailing, pour le taux de rétention sur notre site internet, des choses comme ça. Et là, tu bénéficies vraiment d'un savoir-faire, d'une expertise qui nous a fait énormément progresser nous-mêmes. En fait, on a capté le savoir des freelances avec qui on a travaillé à ce moment-là. Parce qu'à un moment, il faut te dire, OK, ce mec, je le paye genre
5 000 balles pour son expertise. J'ai l'impression de me couper un bras. Tu sais, c'est quand la dernière fois que j'ai eu 5 000 balles sur mon compte en banque. Et en fait, quand tu passes ce cap, ta courbe de progression, elle est exponentielle. Ouais, quand tu acceptes de dépenser. Exactement. Mais en fait, investir. Investir sur toi, investir dans ta boîte, c'est pareil. Là, quand j'ai fait cette thérapie avec cette coach / psy, c'est une personne qui consulte seulement pour des chefs d'entreprise, des gens qui connaissent mes problématiques. C'est une personne, ça coûte entre 200 et 250 euros la séance. Plein de gens se diraient non, c'est trop cher, je vais pas le faire. Est-ce que ça m'a fait gagner, ça m'a peut-être évité d'ailleurs de faire un burn-out, de divorcer, de plomber ma boîte. En fait, ce que j'ai gagné en payant 6 séances à 250 balles, ça les valait 10 fois. Ouais, clairement. Et si t'es pas dans ce mindset, même si parfois tu te trompes, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Et franchement, il y a peu de fois où on s'est dit on n'aurait pas dû payer ce truc. Ouais. Trop intéressant. Du coup, les meufs, payez-vous plus et payez-vous plus. Ouais, et surtout, pas de frustration. Si tu penses que, si t'es en train de galérer tous les jours parce que tu dois prendre un train à 6h plutôt qu'à 9h du mat parce que ça coûte moins cher. Projette-toi dans une vie que tu peux vivre longtemps comme ça parce que sinon, tu vas jamais y arriver. Fais-toi kiffer, ta boîte, tu la fais aussi pour gagner de l'argent et sortir du truc de sacrifice permanent parce que on sacrifie déjà assez en tant que femme dans cette société. Oui, tu peux pas tenir sur le long terme de toute façon. Donc tu vas finir par te tirer une balle dans le pied. Clairement. Tu as aussi développé pas mal de visibilité perso, mais aussi de projets perso. Tu as développé ta newsletter qui s'appelle comment ? L'envers du décor. Tu as développé ta newsletter qui s'appelle L'envers du décor. J'ai changé de nom récemment. Avant, c'est succès. Avant, c'était réussir, mais j'ai compris que les gens, ils comprenaient pas. Et du coup, ça faisait un peu présomptueux. Genre, je me suis rendu compte que les gens, ils prenaient des trucs au premier degré. Je me suis dit, ouais, c'est pas du tout moi. Donc, tu as créé ta newsletter. Tu es en train de créer là tes ateliers, l'atelier d'Anouk. Donc, tu as aussi une envie quand même de t'exprimer à travers ta boîte, mais aussi d'avoir ton propre, ta propre voix, tes propres canaux de communication et de développer tes propres projets aussi en side. Comment ça s'est fait progressivement, cette dynamique ? Ça a fait partie du... Alors, prendre la parole sur les réseaux sociaux, on l'a fait notamment au moment qui va être mon associé sur LinkedIn. Et c'est vrai que ça a tellement bien pris. Et on voyait bien à quel point les retombées étaient positives pour Dijo. Parce que c'était un angle différent pour communiquer, mais ça donnait quand même du love brand, de l'affect à la marque. C'était quoi la strat, là ? La strat, au début, c'était juste d'avoir une tribune pour prendre la parole. Mais en fait, quand on s'est rendu compte que ça nous permettait de faire passer nos messages sur l'entrepreneuriat, / le bien-être, en fait, ça nous différencie vraiment. C'est-à-dire que un grand groupe pharmaceutique qui sont nos concurrents, ils peuvent pas faire ça. Et du coup, ça nous donne un avantage concurrentiel dans notre niche pour toucher les gens. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent consommer des marques dont ils peuvent identifier les fondateurs, dont il y a de la transparence, de l'engagement. Donc ça correspond aussi à l'évolution dans la manière des gens consomment. Donc ça, on l'a fait, c'était ça la strat. On se rend bien compte que ça fait une différence. Nous, on a beaucoup de gens, de nos clients qui nous disent moi, j'arrête d'acheter des produits où j'ai l'impression que c'est de l'arnaque. Donc ça nous aidait à créer la crédibilité autour du projet. Donc là, Lisa et toi, vous avez pris la parole sur LinkedIn, ouais, trop bien. Pas facile, mais tu sais ce que c'est de tenir dans la durée, de trouver des nouvelles idées. Et donc, pareil, c'est quelque chose que tu apprends sur le chemin, en fait. Comment être consistant dans ta stratégie social media. On l'avait vécu avec le compte Instagram de Dijo. Après, on l'a vécu avec nos comptes LinkedIn perso. Moi, j'aime bien explorer tous ces côtés social media parce que je pense vraiment que c'est l'avenir. C'est aujourd'hui comme ça que tu découvres les marques, que tu t'éduques. Vraiment, on consomme comme ça maintenant. Et quand j'ai fait tout ce travail avec ma psy, elle m'a dit essayez aussi de distinguer votre identité de Dijo. Parce qu'au moment où j'ai fait tout ce process, j'ai l'impression que si Dijo s'arrêtait, ma vie s'arrêtait quand même. Elle m'a dit c'est peut-être bien aussi d'avoir vos sujets, vos thématiques, parce que c'est pas toujours forcément le bien-être du ventre, ce dont vous parlez. Ta boîte, c'était 100% toi. Ouais, c'était Anouk de Dijo. Et c'est pas Anouk et Dijo. Et ça, j'avais besoin de faire un petit peu ce travail. Et surtout, moi, j'aime bien explorer pas mal de pistes business, de comment on pourrait, encore une fois, vendre des nouvelles choses ou adresser différemment notre marché. Et du coup, ça me permet de tester pas mal de choses. Là, ce que je vends à travers mon atelier, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra répliquer à travers Dijo, mais
J'avais envie de changement quand même. Après ce qui s'est passé cet hiver, c'est quelque chose aussi, écrire ma newsletter, c'était un moment vraiment pour moi, perso, où je pouvais poser les choses sur le papier. Je me suis rendu compte que ça aidait pas mal d'autres personnes quand j'ai publié parce que tout le monde vit les mêmes galères. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde pense, genre, je suis le seul à traverser ça, alors que tout le monde traverse les mêmes trucs, mais que ce soit dans ton couple, dans ta boîte, enfin, avec ta famille, avec tes potes. Clairement. Et du coup, j'ai reçu vraiment un énorme élan d'amour, d'encouragement au début de ma newsletter, ce qui m'a hyper motivée. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, genre, j'aurais aimé lire ça quand je me suis lancée. Et je me suis dit, ouais, moi aussi, j'aurais aimé lire ça quand je me suis lancée. Trop bien. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'incarner l'entrepreneur que j'aurais aimé suivre quand je me suis lancée il y a 6 ans. Et l'argent, ça en fait partie. Le mindset, ça en fait partie. Les enfants. Ouais, tu parles beaucoup de maternité aussi. Moi, j'ai complètement loupé l'arrivée de mon premier enfant. Je pensais que j'allais reprendre le taf 2 semaines après. Pas du tout. Je n'étais pas bien organisée. Enfin, j'avais pas de garde, j'avais pas de solution de relais. À l'époque, mon mec, il avait repris le taf 15 jours après la naissance parce que c'était pas encore un mois. Et même un mois, ce n'est pas suffisant. Je voulais allaiter parce que je voulais aussi être la mère parfaite qui fait tout. J'ai complètement coulé. Je disais à Lisa, je reviens la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, je lui disais, non, désolé, je peux pas. T'arrivais pas. J'arrivais pas. J'étais partout et nulle part. C'est-à-dire que j'ai pas profité de mon fils. Et j'ai pas pu revenir chez Dijon non plus. Et j'ai accouché le 5 mai. Et le 15 juillet, j'ai complètement pété un câble. Je suis partie de chez moi avec mon bébé. Je suis allée chez mon père. Je lui ai dit, prends Joseph. Et j'ai passé une semaine dans le noir à pleurer toute la journée. Je pouvais plus, quoi. Craquage. Quoi, t'arrivais pas à t'organiser, à remettre les trucs dans l'ordre Ah ouais, j'étais en mode, mais comment on peut rétro-pédaler, rendre l'enfant et que je reprenne ma vie, quoi. J'étais en mode, je savais pas comment faire. Enfin, j'étais dépassée par les événements. Enfin, un burn-out, quoi, parental. Et après coup, je me suis rendu compte, c'est aussi à cause de toutes les injonctions que la société fait peser sur nous. T'as un enfant, mais tu dois être une Wonder Woman qui reprend le taf en 3 secondes, alors que non, enfin, avoir un enfant, c'est tellement un truc physiologiquement intense. Déjà, j'avais été malade pendant ma grossesse. Enfin, c'était pas une grossesse non plus de tout repos, je sais pas, dans l'allégresse totale. J'ai eu une césarienne, ça a été très compliqué. Enfin, je l'ai très mal vécu. Enfin, mettre un enfant au monde, c'est un truc de ouf. Et toi, on te demande, et quand tu reviens, tout le monde t'attend au tournant en mode, alors, ouais, faut que tu reprennes ta vie comme avant. J'avais pas envie de lâcher mon bébé. En plus, j'ai allaité, donc ça crée vraiment un lien fusionnel. Enfin, genre, sans toi, il peut pas vivre parce que tu le nourris, je sais pas combien de fois par jour d'ailleurs, jour et nuit. Et ça m'a traumatisée, quoi. Et je me dis, j'ai pas envie que. Si moi, ça m'est arrivé, alors que je suis bien entourée, mon mec, il est moderne, enfin, tu vois, il m'encourage à fond pour faire Dijon, il me met aucune injonction sur la maternité, tu vois, tous ces trucs, je me les suis mise toute seule. Ouais, et lui, il a subi à côté, parce qu'en plus, si tu veux, il était un peu perdu, parce que je lui laissais pas sa place en tant que papa, et en même temps, j'étais complètement en train de couler. Enfin, je lui faisais 15 000 reproches. C'était compliqué aussi avec lui. Ah de toute façon, quand c'était compliqué toi tout seul, forcément, c'était compliqué avec les autres. Donc, c'était horrible. Et tout ça, je l'ai vécu. Elisa, elle m'a beaucoup épaulée pendant cette période. Mon mec, d'ailleurs, il m'offrait genre des massages à faire avec Lisa plutôt qu'à faire avec lui, parce qu'il me disait, je pense que tu préfères passer du temps avec Lisa qu'avec moi. Donc ouais, c'était super dur. Et donc je me dis, tout ça, en fait, je veux le mettre sur le papier parce que je me rends compte, tout le monde est comme moi. Enfin, tout le monde vit cette pression. Et si ça peut aider d'autres femmes à pas faire ces erreurs, et je pense vraiment que nous, les femmes, on est quand même plus sujettes à ça, je veux que ça puisse aider d'autres, en fait. C'est clair. Il y a aussi un autre truc que j'ai compris dans ma manière de fonctionner, c'est qu'aider les autres, c'est un énorme moteur pour moi. Après ma maladie, d'avoir aidé d'autres personnes avec leurs problématiques de ventre, ça a été très rewarding pour moi. Quand j'ai fait des posts LinkedIn, d'avoir les gens qui disent merci, d'en avoir parlé, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a galvanisé, ça m'a donné envie de continuer. Ouais, ton sens, tu le trouves là. Exactement. Ta motivation, ton driver. Et là, du coup, la newsletter et même les ateliers, là, ça se concrétise vraiment. Trop bien. Et du coup, les ateliers, c'est quoi ? Alors là, le premier qui a lieu demain, c'est vraiment pour justement créer ta ligne éditoriale, ton branding ou ton personal branding pour devenir mémorable. Justement pour essayer de te démarquer et te concentrer sur ce avec quoi tu es aligné, ce que tu veux créer.
et poser vraiment le but de l'atelier, c'est de ressortir avec une stratégie de contenu à appliquer sur le réseau que tu as choisi, que tu as identifié comme étant le plus performant. Et aider, donner tous les outils aussi avec l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne nous remplace pas du tout pour faire du contenu. En revanche, c'est vraiment un outil qui peut t'aider à être beaucoup plus performant, surtout si tu es désorganisé comme moi, pour soit t'aider à faire le premier jet qui n'est pas toujours plus facile, mais il y a Toi, tu pas. l'utilises, toi, pour faire tes posts LinkedIn? Alors, c'est pas lui qui écrit mes posts, mais je m'en sers vraiment soit pour faire une première base pour venir retravailler, soit pour avoir une ligne éditoriale plus stratégique. Parce que vraiment, moi, je pouvais écrire un jour sur le bleu, l'autre jour sur le rouge. Enfin, c'était pas très cohérent. Alors que là, justement, j'essaye de faire porter mes messages, pour porter tes messages un peu plus loin. Tu vois, notamment, là, tu as identifié que j'avais parlé d'argent récemment. Bah, ça, c'est grâce à ChatGPT qui m'a dit tu as parlé d'argent une ou deux fois, mais c'était pas très cohérent de le parler de manière discontinue. Là, tu devrais faire un push newsletter avec 3 posts LinkedIn qui l'accompagnent. Pour qu'on t'identifie. Parce que toi, tu as l'impression de répéter toujours la même chose. Oui. Mais en fait, les gens, ils voient pas Oui. forcément ton contenu. Ça, c'est clair. Et donc ça m'a vachement aidé pour, encore une fois, te mettre dans les pieds dans les baskets des gens qui te lisent. Parce que et aussi, jusque-là, j'avais pas trop d'échanges privilégiés avec les gens qui lisent mes comptes, mes posts LinkedIn. Avec la newsletter, un peu plus, parce que les gens, ils te répondent par mail, ils t'écrivent un petit peu, genre, pourquoi ils ont kiffé ta news. Et là, j'ai hâte, dans l'atelier que je fais, il y a vraiment une grande partie qui est dédiée à l'échange en live. Tu vois, on va regarder les comptes Insta des personnes, leur site internet pour un peu Trop bien. pointer du doigt de manière concrète, parce que je pense que c'est vraiment par l'exemple que tu comprends des trucs, pas par la théorie. Parce que la théorie, en fait, tu sais toujours ce qu'il faut faire, mais faut le faire, le plus dur, c'est de passer à l'action. C'est une session ou c'est plusieurs sessions Là, pour l'instant, c'est une session. Ok. Mais vraiment, c'est la V1 que je vais justement améliorer avec les premières participants. Trop bien, mais c'est trop bien de s'autoriser de faire ça, de tester des trucs. En fait, parce que, encore une fois, tu te dis, ah bah, j'ai une marque, je vais rester dans ma marque, tu sais pourquoi tu... Mais c'est hyper cool si toi, ça te nourrit, ça te fait du bien de créer des side projects, tester des trucs. En fait, garder cet esprit entrepreneurial, tu vois, avec ton contenu, ta newsletter, des ateliers que tu lances, pourquoi pas des events. Mais tu sais, en fait, tu peux, au bout de 6 ans de boîte, c'est cool aussi de dire, bah, je fais des trucs qui me font kiffer, des trucs nouveaux, retrouver de la nouveauté. Moi, pas pareil, encore une fois, ce fameux bilan psy, mais moi, je suis beaucoup plus excitée par le début. Ouais. De partir de rien et de faire un truc que de scale la boîte, entre guillemets. Et du coup, ça m'a permis, dans ce projet, de retrouver... c'est un peu mon hobby, quoi, de cette newsletter, ce développement de personal branding, qui est hyper aligné avec ce qui fait du sens pour moi, donc aider les autres, tester des nouvelles choses. Et donc, ça m'a permis, en fait, de remettre du sens aussi dans ma vie de Dijon, parce que je suis plus épanouie, je suis plus heureuse. C'est-à-dire que ce que je n'ai plus chez Dijon, parce que c'est une boîte plus établie, avec des process, de la sécurité. Je le retrouve ailleurs, mais ça me permet d'arriver fraîche chez Dijon pour faire ce que j'ai à faire. Ouais, tu t'es remis du kiff dans ta vie, tu as revu ce dont tu avais besoin et tu te l'es réintégré toute seule, quoi. Trop stylé. Ouais, faut se mettre du kiff, sinon tu peux pas tenir. Il y a des gens, je pense, ça aurait pu être de prendre des cours de Zumba. Ouais. Moi, je suis quand même assez drivée par le fait de gagner de l'argent, parce que je pense que j'ai aussi la peur de manquer au fond de moi, plus j'ai envie de bien gagner ma vie. Donc, mon terrain de jeu, c'est plus le business, on va dire. Et je m'épanouis à fond là-dedans parce que j'adore découvrir. Tu vois, quand on s'est mis sur LinkedIn, c'est le moment où personne ne le faisait encore. C'est trop drôle. Enfin, alors, tout le monde te juge. Tout le monde te juge. Tous mes potes qui me disaient on n'en peut plus tes posts LinkedIn, tu racontes ta vie, c'est ridicule, nanana. Franchement, le nombre de dîners où je me suis pris, genre j'étais la risée de tout le monde à cause de mes posts LinkedIn. Et au début, bon, tu dis rien parce que de toute façon, je les laisse rigoler. Et aujourd'hui, j'ai un peu changé de posture en disant, mais en fait, est-ce que toi, tu as déjà pris le risque d'accepter d'être vulnérable devant tout le monde sur les réseaux sociaux, de parler de ce que tu vis Et du coup, moi, j'accepte que les gens qui viennent dans le ring avec moi, ils peuvent me juger, ceux qui font la même chose, mais les autres, franchement, je m'en fous, quoi. Enfin, ils peuvent bien rigoler, c'est pas mon problème. Est-ce que LinkedIn a déjà brisé une amitié? Non, mais il a amené des discussions un peu reloues. Ouais. C'est clair, je comprends. Je sais pas si t'as connu ça, toi, mais... Je pense que c'est, encore une fois, un inévitable de... C'est comme tous les trucs que... Enfin,
tous les trucs que tu fais qui sortent de l'ordinaire, entre guillemets, vont susciter de la critique, des remarques, des mais pourquoi toi tu t'autorises à faire ça en fait, alors que moi je trouve que c'est vraiment ça en fait. Moi maintenant je le traduis comme ça. Quand on me fait une remarque, c'est en mode pourquoi toi tu t'autorises à faire ça et à dire ça, à prendre cette posture, alors que genre moi je suis, enfin moi je le fais pas alors que je suis tout aussi intelligent que toi ou tu vois, tout aussi successful que toi. Bah, je pense qu'on a aussi un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'on vient d'univers, d'écoles de commerce ou d'ingénieurs qui sont faites par les mecs et pensées par les mecs aussi. Donc, quand toi, tu shines un peu et que t'es pas Ça dans les clous, dérange. ben, c'est des systèmes, tous ces trucs d'assaut, d'école où t'es hyper jugé. Enfin, c'est le tribunal, ces trucs. Et dès que t'es un peu différent, t'es un peu toi-même, t'es exclu. Ouais. Et là, t'arrives à ce que ça t'atteigne plus autant, à te protéger de ça. Alors, je pense déjà parler d'argent, ça m'aide vachement. Parce que maintenant, bah, pareil, tu vois, si je fais un dîner et que je dis, mais toi, t'as déjà généré 14 millions de chiffre d'affaires par toi-même, en fait. Genre, pas une fiche de salaire qui est versée par ton boss qui te casse les pieds. Et là, tout de suite, les gens, ils sont en mode, ah non, mais je dis, c'est pas ça et tout. Et c'est, bah, Thibault Louis, il dit pas mal, c'est le fuck you money, mais en fait, ça marche tellement chez les gens. Mais moi, j'aurais jamais osé faire ça il y a 6 ans. Attends, en mode, ok. Et quand les gens, tu t'inverses le truc, ils sont en mode, non, mais c'est vrai, non, mais. Ils disent, bah, tu pourrais peut-être le faire sans poster sur LinkedIn. Je dis, bah, moi, j'ai décidé de le faire comme ça, donc vas-y, bah, Mm. essaye de le faire et tu me diras comment t'as fait, toi. T'as tes punchlines maintenant, en fait. Ouais. En fait, c'est ça. T'as des mécanismes de défense qui se mettent en place parce qu'en fait, les situations, elles se répètent tellement. Maintenant, j'ai juste l'habitude de, genre, les gens qui viennent me chercher, alors, en général, j'ai juste pas d'attention à donner à ces gens. Ça arrive souvent quand même, hein. Et t'as les gens bienveillants qui disent oui, comment tu fais? Vous êtes combien chez Dijon? C'est quoi l'orga? Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est de la curiosité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le jugement et qui Ouais. disent tu nous bassines les oreilles avec tes histoires neuneux sur LinkedIn. Et, tu sais, j'ai envie de la regarder en mode, mais tu crois que je fais ça parce que ça m'amuse en fait? Enfin, je fais ça parce que c'est ma stratégie. Donc dis-moi tout de suite si tu trouves que ma stratégie elle est pourrie, mais en revanche, est-ce que toi tu peux te permettre de juger ce que je fais? Enfin, qu'est-ce que tu fais toi pour me dire ça? Ouais, c'est ta strat et tu kiffes et c'est ta vie et voilà. Mais c'est sûr que les injonctions, elles sont. Elles sont partout, ouais. C'est ouf. Moi, Ouais, ça me rend dingue. Et j'ai l'impression seulement maintenant, à 32 ans, d'en émanciper un petit peu. Et encore, c'est pas gagné, quoi. ouais. Et c'est quoi ta strat aujourd'hui LinkedIn, par exemple, tu fais tous tes posts de la semaine une fois, t'as un bloc de travail et après tu les programmes ou tu fais... Non, j'ai tout essayé pour LinkedIn. J'essaye de faire un post par semaine. C'est vraiment ce à quoi je me cantonne. Bah, d'avoir ma newsletter que je poste tous les 15 jours. Ça, en général, ça donne la thématique que je vais aborder dans mon post LinkedIn. Ok. Je prépare rien. Avant, je programmais beaucoup mes posts. Ouais. Et en fait, à chaque fois, au moment de les poster, je trouvais un peu qu'ils étaient vides de sens ou décalés. J'aime pas trop anticiper le contenu. Ouais. Je trouve que ça perd de son. Tu fais en live maintenant, t'écris et tu Maintenant, je fais en postes. live. Ou pour le lendemain. Si c'est pas la bonne heure, enfin, c'est mardi 15h, je me dis, bon, je vais attendre demain matin. T'as un jour fixe où tu J'ai postes. pas de jour fixe. Tu te dis juste, dans la semaine, il faut que Ouais. j'ai une inspi et je la fasse. Et du coup, bah, souvent, j'arrive le vendredi à 11h où j'ai pas posté de la semaine. Et je suis en mode, stick to the plan. Franchement, quel que soit ton mood du jour, même si t'es crevé, genre, écris un post. 20 minutes max, mais écris un post. Tu te mets quand même ton exigence à... Je me laisse pas le choix. Ouais, t'as raison. Faut faire. Mais je dis ça fait 2 ans que je poste régulièrement. Je suis passée par des phases où parfois j'ai plus posté pendant 12 semaines. Ouais, mais t'es toujours revenu. Et c'est comme ça que tu crées une vraie Exactement. habitude. Tu vas avoir des hauts, des bas, des trucs... c'est comme tout, hein, le sport, l'alimentation. Faut se tester Exactement. sur les Et c'est réseaux. comme ça que tu trouves ton équilibre. Et moi, Ouais. maintenant, j'ai trouvé genre la manière d'être présente sur LinkedIn sans que ça me coûte et sans que ça me paraisse être un effort surhumain. Mm. Et après, si je loupe une semaine, c'est pas hyper grave, mais tu vois, ce contrat avec moi-même, quand il est rompu, je suis pas très contente, je suis pas satisfaite. C'est un peu comme, bah, justement, quand tu manges pas ce qu'il faut et tu sais que tu vas te sentir mal et que tu sais que de toute façon, tu as fait un cheat meal, mais tu vas être fatigué, donc t'as pas envie de le répéter 15 fois. Mm. Et bah, tout ça, c'est vraiment trouver ton équilibre et ce contrat avec toi-même qui est hyper important. Et ma newsletter, pareil. Alors, au début, j'étais dans les starting blocks, j'étais trop contente, hyper motivée. J'en ai écrit 3. Après, j'ai rien posté pendant 6 mois. Et donc là, j'ai repris en essayant de m'y tenir, mais je sens que c'est encore pas facile. On est vraiment des êtres d'habitude. Et donc, tant que t'as pas façonné l'habitude et que t'as trouvé ce qui te correspond toi et que tu l'as mise en place,
bah oui, t'es dans la lutte pour le tenir, quoi. C'est comme manger moins de sucre, comme arrêter de fumer. D'ailleurs, si quelqu'un a un secret, je suis preneuse. Faut tester et puis trouver le truc qui te convient. Exactement. Et ça sert à rien de te mettre martel en tête. Tout ce qui est extrême ne marche pas. Ouais. C'est comme les gens qui lancent leur boîte et qui travaillent 90 heures par semaine et qui pensent qu'ils peuvent tenir comme ça 3 ans. Qui craquent, ouais. Et malheureusement, ouais, on n'est pas dans une approche long terme et bienveillante de faire les choses, et notamment dans l'univers professionnel. T'as toujours l'impression qu'il faut que ça fasse mal, alors que non. Non, tu peux le faire smooth. Trop bien, trop intéressant. Et ben on va arriver à la fin de ce podcast, Anouk. Franchement, c'est déjà trop intéressant. Il me reste 2 petites questions pour toi. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut justement créer son chemin unique? Apprendre à dire non. Conseil number one. Quand t'as pas envie de le faire, ou que tu sens que t'as envie de le faire, mais c'est pas bénéfique pour ton projet directement, il faut vraiment savoir prioriser, surtout au début. Et surtout pour prendre ton chemin. Il faut se sentir aligné, écouter ton gut feeling. On essaie d'en parler pas mal dans notre podcast avec Lisa. Tu peux pas être partout. Ok. Donc si tu dis pas non, tu vas mettre ton énergie et ton attention sur des chantiers qui sont pas prioritaires pour toi. Mais c'est dur. Ouais, c'est dur, mais super conseil. Et dernière question, ce serait quoi la note à toi-même que tu pourrais t'écrire aujourd'hui? De continuer à prendre des risques. Trop bien. Vraiment, ce que je disais tout à l'heure, à un moment, t'as envie d'avoir cette sensation de stabilité, d'équilibre, alors qu'elle n'existe jamais. La seule solution, c'est de toujours continuer à rechercher de nouvelles choses, des innovations. Et dans le sens innovation, je vois large, c'est-à-dire ça évolue tellement vite aujourd'hui dans le e-commerce, les réseaux sociaux, mais même le personal branding, l'IA. En fait, si tu veux suivre, faut toujours que tu te remettes en question, que tu te demandes comment tu peux améliorer tes process. Et si tu es attaché et que tu cristallises un truc, c'est sûr que tu vas mourir. Enfin, ta boîte va mourir, ou toi d'ailleurs. Mais ça, c'est hyper important. Il faut juste toujours se remettre en risque et se dire que si tu prends pas plaisir à faire ce process, tu pourras pas y arriver. Et c'est vraiment ce que j'essaie de me répéter, parce que, encore une fois, depuis que je suis maman de 2 enfants, je suis significativement plus fatiguée que la moyenne. Donc il y a des jours, j'aimerais juste que ce soit simple. Et en fait, c'est jamais simple, mais c'est le concept du truc. Si tu as envie que ce soit simple, tu es salarié dans une boîte et tu as de la sécurité, tu pas besoin de te remettre en question tout le temps. Donc ce goût du risque, le jour où je le perds, peut-être que c'est le moment où il faudra que je me remette en question sur est-ce que je dois toujours être entrepreneur. Trop bien. Merci beaucoup, Anouk. Merci à toi, Mona. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris plein de choses avec Anouk. Si vous avez kiffé, laissez-nous des commentaires, laissez-nous 5 étoiles, envoyez-nous des messages sur Instagram. Vous pouvez partager en story. On sera trop contente de voir que vous avez écouté et que vous avez kiffé cet épisode. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des Podcasts d'août. Je vous embrasse. Bye!